Salut à tous. Salut. Bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est sur l'épisode d'actu de la semaine. Ce format hebdomadaire, restons connectés, on est sur le numéro 27 et on va avoir pas mal de petites infos sympas. Je pense qu'il y aura de quoi débattre et une bonne question auditeur aussi qui est pas mal. Il y en a deux, mais il y en a une qu'on garde pour la semaine prochaine parce qu'il faut la travailler un petit peu plus. Parce qu'elle elle peut vite nous mettre dans la sauce. Donc, Monsieur Luffy, on la travaillera la semaine prochaine. On va commencer avec une suivi de dossier avec Michael Venom Page qui signe, ça y est, c'est officiel, à l'UFC. Donc voilà, on va enfin pouvoir clôturer ce dossier et ne plus en parler parce que bon, toutes les semaines, c'est normal. Hein, il y avait de la hype autour de cet agent libre qui est Michael Venom Page, qui est sorti du Bellator et donc qui était courtisé par pas mal de monde. Enfin, visiblement courtisé au début, mais après ça commençait à se tasser un petit peu d'après ce qu'il dit. En fait, c'est vraiment ça. Il y a eu vraiment une grosse hype autour de ça, du fait qu'il soit agent libre et puis d'un coup d'un seul il y avait plus rien. On l'a questionné sur le fait qu'il allait signer à l'UFC. Il a dit j'aimerais bien vous dire que oui, mais visiblement dans la négociation ça pose problème. Et on l'a vu la semaine dernière et on en a parlé, rentrer dans la cage du PFL suite au call-out de Doumbé, justement qui disait qu'il était prêt pour l'affronter n'importe quand, n'importe où et surtout pour le mettre KO et l'accueillir correctement comme il se doit au PFL. Ça a fait bouger les choses, ça a fait bouger les lignes. Et pendant 48 heures, il y a eu grosse négociation, grosses enchères entre le PFL et l'UFC. Et c'est finalement l'UFC qui a eu gain de cause. Ouais, au-delà de la hype qu'il avait, c'était surtout la guerre. Là, pour le coup, c'était frontal, hein, entre l'UFC et le PFL. Mhm. On a eu un vainqueur. Ouais, Donc, on a eu voilà, un vainqueur. ouais. Ça veut dire qu'en force de frappe, l'UFC, on sait que s'ils veulent vraiment quelqu'un, ils l'ont de toute façon. Même Bah, si le PFL, ils peuvent bien, sortir l'oseille. bien sûr. Mais si l'UFC vraiment veut, ils auront le résultat escompté. Alors c'est vrai que lui a été très malin hein, parce que c'est lui qui a 100%, comment dire, c'est lui qui a 100% pris la décision de faire cette entrée dans la cage. Il a déclenché quelque chose. Il a surfé sur le fait, c'était très intelligent sur le fait que justement il y avait cette guerre ouverte entre les deux, avec Dana Mhm. White qui faisait de plus en plus de sorties justement pour venir tacler le PFL et le Bellator. Donc derrière, bah, il a joué ses cartes et il a bien fait parce qu'effectivement c'est lui qui met un point d'honneur à dire que l'UFC effectivement, alors ils ont la force financière et ils ont la force médiatique, tu vois. Le Quand prestige aussi. c'est Il l'a dit ça. de toute façon, hein, quand il a signé, il a fait une déclat en disant que l'UFC restait l'orga la plus prestigieuse et que c'est logique qu'il aille là-bas. Ouais, c'est ça. Donc merci quand même Doumbé, hein, parce que c'est aussi grâce à lui, ça montre aussi le pouvoir aussi de Doumbé, mine de rien, à travers ce passage-là, parce que comment dire, c'est aussi la force médiatique de Doumbé qu'il a acquis, notamment avec son premier combat au PFL, qui fait aussi que ça a mis autant de lumière sur Michael Venom Page. Tu vois, peut-être contre quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être pas eu le même impact, tu vois. Parce qu'il y avait Ouais, aussi ouais. cette promesse que s'il s'affrontait, et il se serait affronté s'il avait signé au PFL, ça aurait fait des chiffres énormes, tu vois, Oui. Après, ça reste en théorie. Ça reste en ouais, théorie parce qu'au final, le PFL, ça fait jamais des chiffres énormes. en France. Non, Non, aux mais en Europe, États-Unis. ouais. Ah, Non, mais ça aurait je fait des parle des chiffres. chiffres Ouais, énormes en France. oui, ça oui. Ça, c'est sûr. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, Doumbé contre n'importe qui, ça va faire des chiffres énormes en France. Ouais, mais quand Donc, même, tu voilà. vois, c'est con, mais j'ai vu pas mal de vidéos sur Instagram où traduites en anglais, où tu vois l'entrée, enfin, tu sais, le Zebo t'es mort, le chaos, le truc comme ça. Donc, Oui, c'est vrai que ça a c'est-à-dire beaucoup que tourné là. voilà, même si les chiffres du PFL ne sont pas énormes aux États-Unis, cette vidéo-là, ce combat-là, a fait du bruit partout dans le monde. Donc, si jamais l'un des deux réitère une dinguerie justement sur leur combat, ça remet encore plus de lumière sur le PFL et ça permet d'accroître en fait cette organisation qui est le PFL à l'international. Donc, ce qui s'est fait là a eu, tu sais, c'est l'effet papillon quoi. Le Non, non, battement clairement. d'aile de Clairement. Doumbé. Et puis l'UFC, je pense qu'ils ont aussi compris que à un moment, il faut sortir les billets. Je pense qu'ils ont laissé Doumbé leur passer sous le nez. Je pense Ouais. qu'ils l'ont un peu regretté quand ils ont vu l'ampleur du truc.
Donc ils se sont dit, non, lui, on peut pas le laisser partir à la concurrence. Parce que potentiellement, bon, tu sais que c'est pas un mec qui fera la ceinture, mais en termes de highlight, de ce qu'il peut amener dans la cage, il faut le prendre. Avec un bon matchmaking, il peut faire d'excellents combats et ça Bah, commence d'ailleurs, très bien là, d'ailleurs, hein. ça commence, ouais. Avec Kevin Holland à l'UFC 299 le 9 mars. Donc c'est le premier combat annoncé pour Michael Venom Page. Et c'est ce qu'on avait dit. S'il y avait un combat qu'on voulait voir pour lui, c'était celui-là. En fait, quand il l'avait sorti, quand il l'avait annoncé, enfin Parfait. annoncé officieusement, c'est parfait. Parce que le côté spectacle de Venom Page, plus le côté spectacle de Kevin Holland, plus le fait qu'ils aient un morphotype un peu similaire et un style violent des deux côtés, tu vois. Mm. Donc c'est bien, tu vois, c'est bien, c'est une bonne chose, ça met en lumière les deux. Ça donnera vraiment, comment dire, du crédit à Venom Page s'il gagne contre Holland, parce que ça reste quand même un bon combattant, très bon combattant même. Et derrière ça va asseoir la place de Holland s'il gagne contre Venom Page, tu sais, dans l'organisation de l'UFC. Donc c'est une bonne chose. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, j'ai pas pu te l'envoyer, j'ai oublié de te l'envoyer une vidéo qui retrace toutes les paroles, tu sais, de Kevin Holland pendant les combats. Les blagues qu'il fait à ses adversaires et tout ça. Je sais pas Je si l'ai tu l'as vu, vu je l'ai espèce vu. d'highlight, là, mais c'est exceptionnel. Ce mec-là, il est exceptionnel. Franchement, qui peut se permettre en plein combat, même quand il se fait rouster, d'aller blaguer avec son adversaire, avec Dana White, avec le coach d'en face, avec le C'est un mec qui est fou. ouf. À un moment, je sais plus avec qui il combat, je sais plus si c'est le passage avec Shimaev, où en plein combat, il lui dit attention, tu me fais mal là. Non, Tu m'as fait mal là. il y a aussi contre Thiago. Oui, bah non, Merde, c'est ce combat. Thiago Santos. ouais, Thiago Santos, voilà, Non, c'était si, Santos c'est que je Thiago cherchais. Santos. Si, si, Thiago Santos, où il arrive et il dit oh, tu cognes dur. Il me dit oh, tu m'as fait mal. Ah, si tu C'est ce frappes aussi combat. dur, C'est ce combat. il dit, tu vas aller loin et tout. Reste, continue comme ça. Et tu vois l'autre qui se tape une barre. En fait, tu les vois, les autres, ils se tapent une barre. Même contre Jacare, tu sais. Pareil, le mec, il rigole. Alors que quand tu sais que 2 secondes après, il le met KO, en plus, enfin, tu sais, il les fait sortir de leur combat, tu vois. Et c'est une bonne chose. Maintenant, faut réussir à rester focus. Mais ce combattant-là, il est exceptionnel. Pour le spectacle, c'est un des combattants qui fait le plus le show, quoi. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, le 9 mars, on note la date parce qu'on veut voir ce combat et d'ailleurs tous les autres combats de Oui. cette carte. Parce que la carte de l'UFC 299, qui est donc celui qui va précéder l'UFC 300, hein, si on est bon en maths, est déjà pas mal. Est déjà pas mal. Et retire une opportunité de combat qu'on avait donnée justement pour cette UFC 300. On va en parler. Donc, les combats qui sont sortis, qui ont été annoncés par Dana White, Petr Yan contre Song Yadong, déjà. Gilbert Burns contre Jacques Della Magdalena, et ça, moi, ça me plaît énormément, parce que Jacques Della Magdalena, depuis qu'il est sorti, depuis qu'il est rentré à l'UFC, je suis tous ses combats, j'adore son style. Yann Gary contre Geoff Neal, et voilà. Et en fait, pourquoi je disais que ça nous retirait un combat? Parce que Burns, bah, on l'avait mis à l'UFC 300, potentiellement contre un Covington, par exemple. Maintenant, bon, avec ce qui s'est passé le week-end dernier, est-ce qu'on a vraiment envie de le voir contre Covington? Je ne Non, pense pas du pas. tout. Pas du tout. Mais en tout cas, voilà. Une belle carte. Très belle Belle carte. carte, et puis tu as oublié O'Malley contre Vera, Ouais, Blades Almeida. ouais. Non, non, la carte, elle est vraiment. Oui, c'est vrai. Ah oui, t'as C'est vrai oublié que pas mal de j'ai combats oublié, là. j'ai oublié ces combats-là. Mais oui, non, non, mais parce Gamrot que contre Dos Anjos. j'ai vu un article effectivement où ils parlaient que de ces combats-là. Ils ont pas cité les autres. Mais c'est vrai que tu as raison. Tu as totalement raison. Non, non, la carte, elle est ouf. Tu vois, Peter Yan Song Yadong, est-ce que ça, c'est pas un autre bourbier pour Peter Yan? Parce que là, il pourra enchaîner Song Yadong, c'est du solide. Ouais. S'il perd encore Yan, là, il est sur une série de défaites, laisse tomber. Alors Il est qu'il est passé de la personne qu'on voyait dominer la régné. catégorie pendant des Grave. années à plus rien. Mais parce que tout le monde a compris enfin, tu sais, comment le prendre en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça, mais il reste toujours dangereux, hein. Tu sens qu'il est. Bien En sûr. fait, c'est ça le truc. C'est ça le truc qui est frustrant, je pense, et même pour lui, c'est que tu sens pas de baisse de régime. C'est-à-dire que le mec est toujours à son top. C'est juste que les mecs ont compris, en fait. Ils ont compris qu'il fallait le prendre tout de suite et qu'il fallait pas le laisser s'installer dans le combat et prendre les marques et tout ça et qu'il fallait capitaliser tout de suite sur le combat pour pouvoir gagner au moins la décision, tu vois, prendre les 2 premiers et puis surtout depuis que c'est repassé en 3 rounds, pour lui c'est très compliqué. Bah ouais, puisqu'il perd automatiquement les premiers. C'est un diesel, le mec. Donc voilà, après, tu as Gamrot Dos Anjos. Ça aussi, ça va être très intéressant.
même si Dos Anjos, c'est plus ce que c'était, mais en termes de JJB, de cardio, on sait qu'il est toujours là, donc je pense que va avoir une belle opposition à ce niveau-là. Ouais. Almeida Blades, on aura des réponses sur la suite de la KT poids lourd. Et sur la main card, il y a qui d'autre que je t'ai dit? Tu l'as dit, bah, Burns, Madalena, ça va être ça Ouais, aussi. Une bonne et quand réponse sur l'avenir de la KT. ouais, et surtout Magdalena, tu sais, super boxe, une des meilleures boxes anglaises De justement travail au corps. de la KT avec un travail au corps magnifique, des esquives magnifiques. Enfin, on sent que c'est un vrai boxeur. Et on va voir ce que ça va donner contre Gilbert Burns, qui a Qui tout fait son pour l'amener au retour. sol. Ouais, et puis qui a tout pour l'amener au sol et le finaliser, tu vois. Mais soi-disant, qu'il faut se méfier du niveau de sol aussi de Magdalena. J'ai entendu ça, je sais plus où, mais soi-disant qu'il est vraiment très très chaud et qui donne même des cours de grappling jiu-jitsu brésilien, tu sais. Donc, et que selon les dires des gens de son club, il est vraiment très chaud. Alors après, Bon, ah, bah, tu sais, t'écoutes les élèves, le tout le prof, il monde est va dire toujours ça. très chaud. Voilà, maintenant, j'ai hâte de voir ça, mais ça va être un vrai test. Et pour le QI fight de Burns, tu vois, savoir comment il va gérer ce combat-là. Est-ce qu'il reste sur le Burns de ces derniers temps, beaucoup plus posé, qui va moins à la guerre et qui fait Il juste ce qu'il sait cherche faire, ses c'est-à-dire forces, en amener au fait, hein, sol le sol. et finaliser, ça serait une bonne chose. Ça serait une très bonne chose. Et puis on va voir effectivement si Magdalena il a de quoi monter là. C'est vraiment le vrai test pour lui. Donc ça me plaît beaucoup. Après Yann Gary contre Geoff Neal, bon, C'est un combat fun. voilà, c'est un combat fun où ça va s'envoyer du lourd, tu vois, voilà, mais c'est pas, il y a pas un enjeu de fou quoi. C'est pas Non, ça non, qui va c'est dire un si, combat fun, mais je veux le voir, je pense que ça va être plaisant. ouais, Et finalement, le combat qui m'intéresse le moins, c'est le main event. O'Malley contre Vera. C'est pas le combat que je voulais voir pour la défense de titre d'O'Malley. Je trouve je pas suis que ça a d'accord. un grand sens. Ok, il y a une revanche, ils servent sur ça. Et c'est là où tu vois quand même que tous les champions ne se valent pas aux yeux de Dana, hein. Parce que là, il a clairement un privilège O'Malley de choisir le mec qu'il veut. Ouais. Bah, parce qu'ils vont surfer sur la revanche, sur le fait qu'il l'avait finalisé dans le premier combat, enfin que Oui, O'Malley, bien sûr. l'avait finalisé sur le premier combat. Maintenant, je pense qu'il a fait les ajustements nécessaires pour pouvoir gagner aujourd'hui. Ça reste toujours D'accord. un combat compliqué. Ça reste toujours un Ouais, combat mais compliqué parce qu'on sait là, jamais. je le vois favori quand même. Et si O'Malley n'était pas un champion qui plaisait à Dana, je pense que clairement, dans les pattes, il lui aura mis des Dashvili ou un truc comme ça. Un Dashvili? Ouais, non, j'étais pas sûr du tout du nom. J'attendais que tu le dises, en fait, je jouais la montre. Ah, mais c'est pour ça que je l'ai dit en même temps que toi, tu vois. Je te connais. Dvalishvili. Ah, c'est Ah, très quoi, les dur, langues étrangères, c'est mon truc. Ah, c'est très très totalement. dur. Vous voyez quand je parle anglais, de toute façon. Donc ouais. Donc, c'est. Ouais, Dvalishvili, ouais, c'est sûr qu'il lui aurait mis dans les pattes. Donc oui. Ah ouais. Non, c'est pour ça. Mais en tout cas, c'est pas mal parce que c'est. Tu sais, si tu te dis, s'ils arrivent à sortir une carte comme ça pour le 299 et que derrière, ils te vendent une carte encore plus historique pour le 300. Enfin, je me demande, franchement, je suis très curieux de cette carte. Vraiment, je suis très curieux de cette carte parce que l'autre info, c'est justement donc la date déjà de l'UFC 300 qui est sortie avec une date du 13 avril 2024 à la T-Mobile Arena, donc siège social de l'UFC. C'est vraiment ça. Et donc, il y a une rumeur déjà pour un premier combat, comme quoi Bonical devrait être de la partie, mais en préliminaire, Mhm. tu vois, déjà. Alors que jusqu'à maintenant, il l'a mis en main card. Donc, c'est, ça va être déjà Bonical, on est content, hein, parce qu'on avait dit que de le Oh voir, ce serait, oui. enfin, on est toujours content de le voir, hein. Franchement, on veut le voir évoluer, celui-là. Maintenant, contre qui? Tout va dépendre de contre qui. Parce que Dana White, il nous annonce un événement énorme dès le premier combat de la préliminaire. Au point qu'on va trouver ça même injuste en se disant non, c'est pas normal que ce combat-là soit en préliminaire et devrait être en main card. En gros, limite, il va faire une énorme main card divisée en deux, quoi. C'est vraiment ça. Donc, si vraiment il participe à ce combat, bah, à cette UFC, je veux savoir contre qui. Parce que moi, pour moi, Bonical, si vraiment tu veux le mettre en valeur, il faut le mettre contre quelqu'un de très bien classé. Tu peux pas te permettre de le laisser contre quelqu'un d'en bas, quoi. Non. Non, non, et puis comme tu dis, hein, déjà on sait que, bon, on l'a vu là, avec l'annonce de la date, c'est post-Ramadan. Donc c'est Ouais. quelques jours après la fin du Ramadan. Donc ça, c'est compliqué quand même de préparer un camp pour les combattants qui sont musulmans. Il y a quand Ah même bah peu de niveau perte de chance. poids, on est pas mal.
Niveau cutting, on est pas mal. Ouais, niveau cutting, on est pas mal. Quoique, quoique. Tu maigris pas forcément. Non. Mais Mais ça, c'est parce que vous mangez trop de cordes de gazelle à la fin, c'est pour ça. Vous mangez que du sucre. Et c'est des repas à base de diabète, tu sais, qui se oui, passent le bah soir. C'est oui, pour ça. tu finis avec 3 grammes de diabète à la fin. Non, mais donc je pense que ça Comme limite de ce as. côté. Ça limite Il de ce voit la nuit. côté-là. Le mec voit la nuit. Le mec ne veut pas être sérieux. Non, mais le mec est très fatigué et quand il est fatigué, il est très relou. Faut le savoir. Ah. Ça se voit. Moi, je vois pas. Justement, j'ai trop vu la nuit, je crois. C'est ça mon problème. L'insomnie. Bref. Ouais, donc ça limite quand même. Là, la 299, la carte est ouf. Donc déjà, tous ces mecs-là ne seront pas dessus. Donc j'arrive vraiment pas à me faire une idée sur qui sera sur la carte. Ouais. Ouais, ouais. En tout cas, les pronostics vont à tout va, hein, parce qu'on voit que j'ai vu, alors j'ai pas lu l'article parce que bon, je me dis que ça sert à rien de toute façon, puisqu'il y aura qu'une seule vérité, c'est Dana White qui la dira, mais tu sais, comme quoi Covington, pas Covington, Edwards pourrait être aussi sur la carte. C'est son coach qui a dit ça. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tout le monde appelle à être sur cette carte. Tu vois, Weili Zhang aussi, mais on en parlera tout à l'heure. Enfin, il y a pas mal de monde, hein. De toute façon, tout le monde veut être sur cette carte-là. Maintenant, oui, je sais pas. Je te dis, moi, quand je regarde les classements, alors après, je suis pas matchmaker, hein, mais quand je regarde les classements, je me dis. Alors oui, si, il y a des combats sûrement à faire, tu sais, qui peuvent être explosifs, tu vois. Mais par contre, des combats avec un intérêt sportif en plus, parce que l'idéal, c'est d'avoir le combat, le matchmaking de dingue avec un intérêt sportif en plus, tu vois. Alors, soit tu mets de côté toute nature de classement possible et t'oublies le fait qu'il faut que ça soit assez proche pour les montées, patati patala, tu vois. Tu te dis, voilà, sur cette UFC 300, on rebat les cartes. C'est vraiment Moi, ça. je pense qu'ils font un mix des deux. Il faut des combats et avec un intérêt sportif et d'autres qui sont en mode super fight, vraiment pour le public, quoi. Ouais. Ouais, ouais, mais de fait, tu rebats les cartes parce que ça veut dire que si tu fais ça, ça veut dire que tu peux faire des dingueries avec un, je sais pas moi, un top 15 qui va combattre un top 5 parce que stylistiquement, ça peut apporter quelque chose. Tu vois, par exemple, comme on en avait parlé déjà quand on nous avait demandé qu'est-ce qu'on ferait si on avait les clés de l'UFC, tu vois. Mais par contre, ça veut dire que bah, si le top 15 il gagne, eh ben, ça lui fait un accélérateur de carrière de malade. Et là, je pense à Bonical. Tu vois, si tu le mets contre un top 5, je sais pas, je dis une connerie, hein. Je dis une Mhm. connerie, attention, hein. On est dans le monde rêvé de Dana. Euh, donc tu le mets contre un top 5. Derrière, il gagne. Bon, c'est tout bénef pour l'UFC, hein, de toute façon, parce qu'ils veulent le faire monter très vite. C'est une nouvelle pépite de l'UFC et tout ça. Mais bon, c'est un passe-droit de malade. Parce que pourquoi lui plutôt qu'un autre, tu vois? Ça peut faire grincer certaines dents à l'UFC aussi, tu vois. Ouais, ouais, mais ça a quand même un intérêt sportif parce que c'est un jeune qui monte. Mais moi, je pensais aussi à des plus anciens et j'avais écouté le podcast de Fight Minds où ils font leur carte potentielle de l'UFC 300. Et Ouais. tu vois, ils parlent de combats du style Dominique Cruz contre Garbrandt, tu vois, la trilogie. Ouais. Enfin, ou la revanche. Et ça, pour le public américain, je pense que c'est parlant. En plus, là, Garbrandt, il vient de sortir une grosse perf. Donc, ça peut se faire. Je pense aussi à un mec comme Paul Felder, qui a une bonne cote de popularité, qui vient de re-signer, justement, qui Ouais. sort de sa retraite. Tu vois, qui est resté quand même connu de par le fait qu'il commente, etc., qui a un visage connu. Et on sait qu'il fait des guerres en plus. En tout cas, qu'il faisait des guerres. Donc, potentiellement, on peut se diriger vers des noms comme ça, tu vois, qui sont moins brillants aux yeux de l'intérêt sportif, parce que c'est des mecs âgés qui vont plus jouer la ceinture, mais qui, pour le public américain et qui, en termes de guerre, dans ce qu'ils proposent, ça peut être intéressant. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah écoute, on va voir ça, hein. Mais c'est vrai que le 13 avril me paraît bien loin, tu vois. En plus, je suis sûr qu'ils vont sortir les noms de la carte assez tardivement, je pense. Et tu vois, Donc, Chris, il parle aussi il aimait l'idée de la montée pour vraiment faire un gros coup d'éclat à la montée de Pereira contre un Spinal pour un super fight. bah ça, on en avait parlé. On On en en avait... avait parlé, et il y a, comment il s'appelle? Glover qui avait ouvert la porte en disant que c'était possible qu'il monte. Tu Non, mais vois, après, si tu veux vraiment marquer le coup, la question c'est est-ce que Aspinal va accepter ce combat-là? Je ne sais pas. Tu vas oui, me donner ma transition de toute façon. À moins que tu bien aies sûr d'autres qu'il veut. combats Non, où non, tu peux parler d'autres combats. non.
Donc, on en a parlé la dernière fois. donc tu me donnes ma transition parce que Aspinal ferme des portes, hein. Il ferme la porte à Gann, par exemple. En fait, il explique qu'il adore le MMA et l'UFC, que pour lui, c'est ce qui se fait de mieux en termes de sport de combat. Qu'il est aussi fan de boxe, mais pas fan du fait qu'il y ait plusieurs champions dans la boxe. En fait, tu sais que enfin, comme il y a 1000 ceintures, il y a 1000 champions du monde. Et ça, il n'est pas d'accord. Pour lui, il y a un champion, il y a une catégorie, il y a un champion, point barre. Mhm. Et actuellement, là, il y a 2 champions dans la catégorie. Il y a lui et il y a John Jones. Et donc il dit, il ne comprend pas en fait que le combat de Legacy entre John Jones et Miocic soit forcément pour un titre. Et alors après c'est une sortie qui fait comme ça, hein, tu vois. Après c'est l'UFC qui aura le dernier mot. Mais pour lui en fait il devrait être le prochain title shot contre, enfin tu vois, essayer d'avoir une ceinture incontestée contre John Jones, quitte à ce que le combat après Miocic-Jones se fasse, mais pour la Legacy, mais pas forcément pour un titre qui finalement n'a pas grande valeur au regard du fait que les deux sont vieillissants et surtout Miocic, tu vois, si jamais il venait à remporter ce combat, en fait, la ceinture, elle a pas de valeur, entre guillemets, tu vois. Donc, parce qu'il s'arrêtera sûrement. Enfin, après, on sait jamais avec lui parce qu'il a tendance à continuer aussi. Mais voilà. Donc, pour lui, bah, il est prêt. En fait, il est prêt à attendre. Il est prêt à attendre le fait que ça soit John Jones. Et c'est vraiment ça. En fait, il a pas d'intérêt à combattre contre d'autres personnes et à défendre une ceinture intérimaire pour l'instant. Mais non, mais il dit ça, mais bien sûr qu'il va combattre. Il va pas attendre 1 an et demi. Parce que Jones, il prend. Déjà, c'est même pas dit que Jones, s'il bat Stipe, il continue sa carrière. Ça, Ouais. c'est une inconnue. Et je Puis pense au-delà qu'il de le sent ça, venir aussi, hein, et hein? je pense qu'il le sent venir ça, et que il veut son combat contre Jones parce que alors là, tu assois ta legacy, la tienne, énormément parce que tu serais le seul à battre John Jones si tu gagnes. En plus, il est persuadé qu'il va gagner. Donc il y a de ça, tu vois. Je pense qu'il essaye de s'assurer son combat, déjà son money fight et en plus son legacy fight contre John Moi, Jones. j'y crois pas. J'y crois pas. Et je pense qu'il va. Il est conscient aussi, il est pas bête, hein, qu'il va perdre trop de temps. Et c'est pour ça que je te dis un combat à l'UFC 300. Je pense que pour le coup, il y a personne qui refuse. Mhm. L'exposition que tu vas prendre, elle va être énorme. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Moi, personnellement, je suis d'accord. Moi, que ça soit contre Gann ou effectivement contre Pereira. Non, mais D'ailleurs, par contre, tu vois, pour le coup, je Qu'on pense a vu pas à côté, de de Gann, ouais. Gann. Et tu vois, en termes de gabarit, que c'est pas du tout déconnant, hein. On va pas se mentir. Ouais. Et honnêtement, je pense vraiment pas que l'UFC ils feront la faveur à Gann, parce que pour le coup, c'est une faveur d'être sur cette carte, hein. Je pense que Ouais. tout le roster veut être sur cette carte. J'ai du mal à voir Dana White mettre en avant Cyril Gann sur cette carte. Bah, surtout, en fait, moi, je me mets à la place de Dana, tu vois. Cyril Gann, pour combattre contre Aspinal, il va devoir faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire toucher Un sans être combat touché. chiant. Exactement. Il Et y aura c'est pas de, exactement, enfin, il a raison, hein. De toute façon, il y a pas d'autre choix en vrai. Il doit bien faire sûr. ça. Ouais. Et je pense que pour cette UFC 300, il voudra autre chose que ça. Donc, d'une part, je suis pas sûr comme tu dis, qu'il veuille faire la passe à Gann, déjà. Et d'autre part, tu t'assures un combat qui va pas forcément rester dans les annales de l'UFC 300. Donc, alors que contre Pereira, lui, il ne sait pas faire autrement que d'aller chercher son KO, tu vois. Donc, il va rentrer, il va aller à la bagarre, il sait faire que ça. Donc, il va aller à la bagarre et pour le coup, on sait que Aspinal aussi. Donc, ce combat-là, moi, me hype beaucoup plus pour le coup. Ouais, bah clairement, ce combat, je vois un finish. Oui, Là où contre Gann, c'est. Alors, si ça va au sol, je vois aussi un finish. Je vais pas te mentir, mais ça peut se jouer à la décision. ça peut jouer à la décision, mais même debout, hein, ça peut être un finish, hein, parce qu'il cogne Même très debout, dur ouais, même Aspinal. debout, c'est vrai. Et puis Mais bon, Gann je vois, aussi, je vois tu sais, plus le Gann combat. est un petit peu à l'usure, tu sais, sur le 5e round, Oui, c'est vrai. comme il fait d'habitude, tu vois, faire une accélération qui fait qu'il va chercher son TKO. Mais tu vois, ça sera pas un KO net. Tu vois, c'est-à-dire que Gann, il va chercher l'arrêt de l'arbitre. Quand même quand il gagne, contre Tuivasa, tu vois, ou contre Spivak, tu vois, c'est l'arbitre qui arrête. Il vient, il fait son accélération, il envoie ses frappes dans tous les sens. Là, maintenant, Mm. on a l'habitude des marteaux, des machins, des coups derrière la tête. Ah non, je rigole. Ça, c'est pour ceux qui arrêtent pas d'en parler. Mais tu vois, il envoie sa série, il met son accélération, l'arbitre arrête, c'est fini. Là où avec Pereira ou avec Aspinal,
on sait que d'un côté comme de l'autre, c'est bonsoir, tu vois, on a éteint la lumière. Tu vois. Voilà, en poids lourd, je suis pas sûr pour Pereira. Déjà, on l'a vu en light heavyweight, c'était différent. En Bien poids sûr. lourd, je pense que c'est encore un autre monde. Ouais. D'ailleurs, ça serait un combat quand même bourbier pour Pereira. Là, ça serait vraiment pour le coup. Je le vois pas du tout vainqueur. Même sans analyse, hein, je le vois pas du tout vainqueur. Je lui donne très peu de chance. Mais en termes voilà, d'exposition, etc., et pour l'histoire, ça peut être vendeur. Bah, d'aller chercher ce troisième titre. Hein. Ouais. D'aller chercher un troisième titre, tu vois, médiatiquement, enfin, tu vois, d'un point de vue entertainment, effectivement, c'est énorme. Quand tu vois l'écho que ça a fait pour un Saladin Parnasse au KSW, imagine pour un Pereira à l'UFC. Enfin, tu vois, Ouais, ça serait fou. ça serait fois 1000, tu vois. Mais Donc, je pense que ce serait le seul combattant à l'avoir fait, non? je crois, À avoir combattu pour 3 ceintures différentes. bien sûr. Et, Connor en parlait, mais il l'a jamais fait. Il a jamais pu le faire. Ouais. Ouais, Donc, donc ouais, ça peut être intéressant pour l'UFC. Et puis en plus, en termes de nationalité, tu vois, il y a ça aussi à prendre en compte. Tu t'ouvres le public brésilien, tu as les Anglais aussi qui vont suivre. Donc en ouais, termes de pay-per-view dans le monde, c'est assez bien réparti. C'est pas mal. ouais. Donc à voir, mais effectivement, voir Aspinal sur cette carte-là, moi depuis le début, hein, toi aussi, on le dit, c'est pas déconnant. Au contraire, si on veut mettre un combat poids lourd, on peut pas mettre autre chose qu'Aspinal. Ouais. Ouais. Donc voilà. Kamaru Usman souhaite la revanche contre Chimaev. Ouais. Ça déjà, ça prouve que déjà. Alors et déjà, il l'a mis dans sa story Instagram. Hein. Il a fait un appel sur sa story Instagram où il disait qu'il voulait le rematch. Il veut une chance avec une vraie préparation cette fois-ci, puisque la dernière fois, il avait pris un short notice. Et ça avait été à la décision et on n'était pas loin du match nul sur ce combat-là. Même si le premier round était clairement à la faveur de Chimaev qui avait dominé de la tête et des épaules Kamaru Usman. D'ailleurs, c'est ça qui fait le petit plus qui fait gagner Chimaev. Donc déjà, première information, ça veut dire qu'il veut s'installer en 84 kilos, qu'il va pas redescendre, déjà. Ouais. Déjà. Et en plus de ça, bah, il est conscient, je pense, du fait qu'il est passé pas loin de prendre le quickening. On en revient, tu sais, ça va être notre fil rouge. Le quickening de De regarder Chimaev. Highlander de Shimaev. Donc il est avec une vraie prépa, il est capable de le faire, surtout avec ce qu'il a capitalisé comme information aujourd'hui, tu vois, sur sa Mhm. manière de lutter notamment. Tu vois, c'est un bon lutteur, Kamaru Usman. Je pense qu'il peut faire des ajustements pour stopper Shimaev sur sa lutte. Je pense qu'il a dû prendre conscience que techniquement, c'était pas exceptionnel non plus, tu vois, et qu'il peut bloquer. Alors, sur le papier, hein. Après, dans les faits, est-ce que ça sera vraiment possible? Je ne sais pas. S'il est malin, il va demander un 5 rounds, il va demander un main event, et ils sont Je pense capables que de. c'est ce qu'il veut. Mais Voilà. aucune chance que Chimaev accepte. Aucune chance. C'est que c'est dangereux. C'est que c'est Mais, dangereux. mais en plus, il aurait totalement raison. Quel intérêt pour lui? Il l'a battu. Il l'a battu dans la douleur. Sur le dernier round, c'était très dur. Mm. Ça veut dire que là, il est installé quand même. Shimaev, il est toujours à un combat d'un title shot, hein, potentiellement. Ouais. Donc, non, c'est faire une marche arrière inutile pour lui dans sa carrière. Qui tarde déjà. Il aurait déjà dû combattre pour le titre depuis longtemps. Pour un titre, que ce soit dans la Pour un catégorie titre, ouais. dans la dans cette caté-là. Effectivement. Ouais, ouais. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon. Et pour moi, Ousmane, c'est une erreur de rester à 84. Je le vois pas du tout s'imposer en 84 kilos, sauf s'il veut faire des super fights. Et je pense que son col là, il a pas grand, ça n'a pas grand sens, hein. En tout cas, Faire parler. pour monter dans la catégorie, c'est ça. C'est pour faire des super fights et pour générer de l'argent, parce que il n'y a pas grand intérêt sinon. Après, tu dis c'est une erreur pour Ousmane de rester en 84. Edwards, il vient de rouler sur Covington. Il a perdu 2 fois contre Edwards. Bon, descendre, il sait que la chance au titre, elle est quasi nulle. Là, il a déjà affronté tout le monde, à part Belal, qu'il n'a pas affronté, si je ne me trompe pas. Mais Belal Mohamed, de toute façon, c'est la prochaine chance au titre. Donc, redescendre, admettons, si Belal s'empare du titre. Mais bon, ça, c'est pas fait encore. Non, je pense il a plus de chances de faire des combats justement qui changent, tu sais, avec des profils un peu différents dans la catégorie du dessus,
Même si on va pas se mentir, hein, aller chercher le titre, ça va être effectivement compliqué. Mais en tout cas, voilà, je pense il avait besoin d'un renouveau. Et puis voilà, il va aller chercher des noms comme ça dans la caté du dessus qui vont lui rapporter sûrement un billet. Et puis après, il s'arrêtera quand il verra que c'est complètement bouché et qu'il peut plus, tu vois. Mais non, moi je pense que rester en 84, c'est pas déconnant. Faut juste le faire bien. Faut juste le faire bien avec une vraie prépa. Après, on sait pas. On sait pas avec une vraie prépa ce que ça donne. Parce qu'on sait Ouais, que c'est massif. Tu vois, c'est ça aussi. C'est qu'on peut pas se baser sur un seul combat qu'il a fait où il l'a pris en 10 jours, tu vois. ouais, c'est vrai. Mais bon, dans tous les cas, on sait qu'il est sur la fin, Ousmane. Oui. Ouais. Donc écoute, si ouais, s'il juge qu'il peut faire plus de super fight et plus d'argent en 84, ok. Mais en 77, finalement, mis à part Edwards, personne n'a battu. Oui. Donc alors oui, tu joueras plus la ceinture. Mais bon, tu peux te placer en numéro 2, tu vois, à la Max Holloway en dessous Volkanovski, et rouster tout le monde. Ouais, mais c'est triste. C'est triste. C'est vrai que tu roustes tout le monde, mais tu restes l'éternel numéro 2, tu vois. Entre Parce guillemets. Et qu'il puis à y a, chaque y a- fois. y a quand même des combats intéressants, tu vois. Tu mets, si De la Maddalena, il passe Burns, c'est intéressant. Il y a Shafkat, c'est intéressant. Même Ouais. Belal, c'est intéressant. Ouais. Donc il reste quand même des noms à cocher pour que ce soit vraiment complet. Là, il aura vraiment battu tout le monde. Mais bon, Non, après, tu niques une KT, quoi. Quand il c'est y a ça. un numéro 2 qui fume tout le monde, c'est vrai que tu fumes une KT. C'est ça. Tu te retrouves dans la situation, justement, Volkanovski Holloway, où, Ouais. bah, pour avoir une chance au titre, faut passer Holloway, et c'est un vrai problème, Et quoi. personne le passe. Ouais. Ouais. Donc oui, non, c'est compliqué. C'est pour ça, moi, je me dis pour la KT, c'est pas mal qu'il reste en 84. En plus de ça, bon, bah, il est vieillissant. Peut-être qu'il avait de plus en plus de mal à faire le cutting aussi. C'est possible, hein. Tu sais, il y a peut-être un choix là-dessus. On n'a pas les offs, hein. Peut-être que le cutting devenait de plus en plus complexe et que avec l'âge, parce qu'on sait que plus on vieillit, plus on grossit. On se bonifie, mais on grossit aussi. Et putain, je te rappelle que je t'ai connu à 66 kilos. Voilà. Ouais. C'est pas faux. Qu'aujourd'hui, tu as 75. Ah, bah, merci. En vous remerciant. Donc, Non, mais tu vois, potentiellement, Kamaru, tu peux le placer sur l'UFC 300. Parce que ça reste un nom fort, un super fight. de l'UFC 300, tu sais. Écoute, si la carte est vraiment aussi folle qu'il le dit, ça me choquerait pas. Moi, je ne calcule pas prélim, pas prélim, à partir du moment où toute la carte, si te le vend un package de toute la carte du début à la fin, elle est monstrueuse, ça me dérange pas parce que je vais tout regarder. Et je sais pas contre qui, mais en 84, imagine, tu fais un Polo Costa Kamaru Usman. Ouais, Ça n'a aucun sens, hein, sportivement. ça n'a aucun sens. Attends que je regarde le classement UFC. Mais en tout cas, ça peut être. Moi, c'est un combat qui m'intéresse à regarder. Ouais, 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 bien sûr. Bah, de toute façon, tous les combats avec Costa, ça m'intéresse, hein. Tu sais que ça va. Pas depuis le temps qu'on l'a pas vu en plus. Middleweight, Euh, UFC. Costa, il est où Costa? Ou Vettori. Vettori, ça peut être pas mal. Ah, Vettori, il fait des combats chiants. Vettori, tu le mets jamais de la vie, tu le mets sur l'UFC Ouais, 300, Vettori. non, non, c'est vrai. Pardon. Euh, Mais après, c'est qu'il y a, c'est avoir le droit, tu vois, avoir le droit de, parce que tu vois, Whittaker, tu vois, ça peut être intéressant aussi, mais il est très Ouais, haut. mais pour Whittaker, ça n'a aucun sens pour Whittaker. Très haut. Ouais, oui, non, mais bien sûr. Ouais, finalement, il n'y a pas tant de combats que ça, hein. En vrai, quand tu regardes le Mais non, classement, je t'ai dit, pour moi, la KT Middle, elle est vraiment pas ouf, hein. ouais, canonnier, mais bon, ouais, non, je sais pas. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, Bonical, c'est vrai. Bonical Kamaru Usman. Mais tu sais que Ça, j'y pensais, hein. Quand on en ça a pas, quand tu m'intéresse. m'as dit Kamaru Usman sur l'UFC 300, c'est le premier nom qui m'a piqué, tu vois, qui m'a tilté la Ça tête, tu vois. m'intéresse parce que Kamaru Usman, il est pas classé dans cette KT. C'est un Ouais, nouveau. Bonical, il est en train de monter. Donc, en termes de ranking, ça a du sens puisqu'il n'est pas classé Ousmane. Franchement, en ouais. termes de lutte et tout, ça. Et en plus, c'est une sorte de remake un peu Shimaev, Shimaev Ousmane. Mm. Donc, non, ça m'intéresse. Ah, si tu veux vraiment mettre en lumière Bonical et lui faire prendre une hype de malade, effectivement, tu le mets contre Ousmane. Ouais. Ah, Ouais. franchement, ouais, ça vient de me venir là. Et, non, ouais.
Ah, mais c'est Ça le me premier parle nom. Moi, beaucoup. Ouais. quand tu m'as dit Ousmane à l'UFC 300, tu vois, c'est le premier nom qui m'a tilté dans la tête aussi, tu vois. Mais bon, je voulais voir le classement d'abord. Mais c'est vrai que de tout ce que je vois là, c'est le combat qui m'intéresse le plus, même plus que Costa, forcément. Ouais, largement. Donc ouais. Parce que sinon, c'est soit contre lui, soit contre Shimaev, justement. Bonical, que je voudrais le Ouais, voir. mais oui, oui, clairement. Mais Shimaev, il sera pas sur cette carte. Il y a peu de chance. Avec le Ramadan, c'est mort. Eh oui. Donc bon, on va voir. On va voir, mais c'est vrai que dites-nous en commentaire si ça vous intéresse ce combat-là, mais moi ça me hype bien. Ça me hype bien. Je l'ai dit, cette UFC 300 fait sortir tout le monde du bois. Et il y a donc l'UFC 300 a fait sortir Weili Zhang du bois et Weili Zhang a fait sortir Manon Fiorot du bois. Elle a fait sortir de son silence. Weili Zhang a appelé Grasso pour l'affronter justement lors de l'UFC 300. Si elle le souhaite, elle ferait donc une montée pour un second titre. Elle changerait de catégorie. Et Grasso a accepté. Grasso a accepté. Alors sur le papier, enfin comme ça, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien du tout, mais c'est un appel sur les réseaux, quoi, un call-out qui a été fait Un call-out euh, dans le respect en plus. dans le Ouais, respect. avec classe. Ouais. Les deux ont Donc accepté. Donc, ça, c'est une bonne chose. Enfin, c'est une bonne chose. En tout cas, pourquoi pas? On sait que Weili Zhang, hein, de toute façon, elle a roulé sur toute sa catégorie. Elle, sa montée, ouais. elle n'est pas déconnante. Maintenant, je la trouve un peu légère pour monter, mais bon, pourquoi pas. Contre Grasso, c'est un style qui peut lui convenir. C'est un style qui peut convenir à Grasso, Mhm. enfin à Weili Zhang. Même si Grasso, attention, hein, c'est quand même un bourbier. Mais Manon Fiorot n'est pas de cet avis. Du tout, du tout, du tout. Et ça ne lui a pas plu du tout parce qu'elle a répondu sur son Twitter, sur son X. Elle a dit: Quoi de neuf, Wiley? Je pense que tu peux patienter. La ligne est déjà occupée. J'ai déjà tabassé la fille qui t'a botté le cul. Et Alexa, s'il te plaît, n'oublie pas que j'étais blessé quand tu as obtenu ta ceinture. Je suis prête à me battre, même si je dois aller au Mexique. Mais l'UFC 300, c'est à la T-Mobile Arena. donc, euh, donc ouais, et je comprends sa sortie parce qu'elle a fait le taf. Hein. De toute façon, elle a battu tout ce qu'il y avait à battre. Elle est plus Il que y a légitime. Hein. dans Elle la est plus que discussion, il y a elle légitime. et Blanchfield, mais c'est vrai qu'elle est très légitime à ce titre. Non, clairement. Elle est plus que légitime. Maintenant, je comprends aussi déjà le call de Weili, il est intéressant. Parce que comme tu as dit, elle a roulé. Pour le coup, elle l'a montée. Je trouve qu'elle est justifiée. Parce Mm. il y a plus de menaces dans sa KT. Et c'est un combat intéressant quand même. Hein. C'est un combat intéressant. On sait que physiquement, c'est sûrement une des plus puissantes de sa KT. Donc même si elle est légère, je pense qu'elle est assez puissante pour monter. Et pour Grasso, c'est un combat hypant. C'est une bonne mise en lumière. Hein. De toute façon, Shevchenko, c'était déjà une bonne mise en lumière, mais Weili Zhang, c'est un nom à l'UFC aussi. Hein. Ouais. Donc oui. Et pour Zhang, c'est plus intéressant pour elle, je pense, de monter contre Grasso que de monter contre une Fiorot qui aurait la ceinture. Ah, clairement. Là, pour le coup, le différentiel de puissance, il serait énorme. Et dans le style en plus. Et le style, ouais. Mais le style de Fioro, de toute façon, c'est une galère pour tout le monde. Ouais. Donc je pense que c'est le bon moment elle saisit sa chance, que l'UFC 300 peut être un bel accélérateur, parce qu'effectivement, ça, c'est un combat, tu vas en parler d'un combat féminin, parce que je pense qu'ils vont caler un combat féminin au moins, Ah, tu vois, plus sur même, cette carte. un ou deux. Et Ouais. finalement, si tu veux vraiment faire des bangers dans les combats féminins, il n'y en a pas tant que ça. Et ça, pour le coup, c'est un des seuls que tu peux mettre en place. Bah, t'as ça, et puis t'as Blanchfield Fiorot, pour avoir la prochaine chance au titre, Ouais, mais une est-ce qu'elles ont demi-finale. la force médiatique pour être sur l'UFC 300? Il y a ça aussi. Parce que Weili, c'est pareil. Tu t'ouvres le public chinois. Ouais. Donc, c'est T'aurais pas fait un un, peu de marketing, toi, dans ta vie? un petit peu, un petit peu. Grasso, Le c'est le marketing de... Mexique. Tu vois, en fait, c'est des pays qui sont habitués à cette culture du pay-per-view, je pense. Alors, la Chine, je sais pas, mais en tout cas, il y a du monde. Donc, même s'ils sont peu, enfin, s'ils sont peu proportionnellement, ils sont quand même beaucoup, tu vois, à acheter sur 1 milliard. Donc, ça. Déjà, ça veut dire que tu retires tous les Dagestanais et tous les Russes de cette carte. Bon, déjà, il y a le Ramadan, donc pour les Dagestanais, déjà, tu les mets pas. Mais parce que quand tu vois que Khabib Nurmagomedov dit lui-même qu'il ne paye pas le pay-per-view parce qu'il a des bons sites russes,
Donc ça veut Mais on dire a que déjà, tous, eux, tu les esquives direct. on a tous des bons citrus. Et donc, tu mets pas Fioro non plus parce qu'on a tous des bons citrus aussi en France, tu vois. On a tous RMC, on a tous, mais même sans parler de site, on a tous Non, non, RMC, on a mais tous clairement, IPTV, mais on a bien tout, on a sûr, tout. en termes de pay-per-view, on sait que la France, c'est zéro. Ouais. Donc, Ouais, ouais. Ouais, mais moi, je ne serais pas surpris qu'il n'y ait pas de Français sur la carte, hein. Je suis tu vois sûr même quasi. quel autre combat féminin, si tu dis qu'il peut y en avoir plusieurs. Alors, plusieurs, c'est deux, hein. On va pas se mentir. Je pense pas qu'il y en aura plus de deux. Eh ben, C'est c'est compliqué, pareil, hein, en fait. en termes de Ouais, hype. c'est compliqué. Après, tu mets un truc hors sportif, tu vois. Là, ça a un intérêt sportif, mais tu mets un grand nom de l'UFC. Amazonas. Namajunas, ouais, mais contre qui? Ouais, c'est compliqué. Ou tu mets une Misha Tate, qui a quand même un pouvoir médiatique, tu vois, à l'UFC, mais contre qui? Ah, c'est compliqué. Misha Tate contre Namajunas. Ouais, ça n'a aucun sens, mais. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais bon, vu qu'elle a fait sa montée déjà, donc pourquoi Hmm. pas, hein. Ouais. Non, c'est vrai mis à part ce combat-là. Après, nous, public français, moi, je préfère voir Manon contre Grasso, hein. Ah bah oui. Bah oui, mais Moi, parce qu'on a ce petit truc en plus, tu vois. mais je peux comprendre que le Weili Grasso, il passe mieux aux yeux du monde. Donc, franchement, je pense qu'il va mettre ça en place, hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est fort possible, hein. C'est fort possible. Je serais pas étonné aussi de le voir. Donc on va voir ça. On va voir ça. Et si vous avez une idée d'un deuxième combat féminin, n'hésitez pas toujours en commentaire à nous le mettre. Ça sera avec plaisir. Ensuite, on continue et cette fois-ci, on va parler d'un combattant français qui a essayé de marquer l'histoire, Saladin Parnasse, et on va faire un petit retour sur son combat parce qu'il le mérite, hein. Il a fait une sacrée performance quand même, même s'il s'incline. On va voir ça. Donc, le 16 décembre dernier, donc ce week-end, a eu lieu la tentative de Saladin Parnasse pour décrocher le troisième titre chez les moins de 77 contre Adrian Bartoszynski. Trois rounds plutôt similaires, on va pas se mentir. Où Bartoszynski, on a vu Parnasse dangereux sur sa boxe, avec son jab notamment. Euh, Beaucoup plus explosif, il était beaucoup plus incisif. On a vu très vite Bartoszynski marqué par la boxe de Parnasse. Et lui, il a choisi, en fait, malheureusement, de faire jouer son écart de puissance. C'est-à-dire que d'une part, la boxe de Parnasse n'arrivait pas suffisamment à le faire reculer ni à le stopper. De 5 quoi? rounds. Parce que tu as dit 3 rounds. J'ai marqué 5, j'ai dit 3. Eh ben, j'ai marqué Mhm. 5. C'est 5. J'ai dit 3. Bizarre. Oui, tu as dit Bref. 3. Bref, 50, bien sûr, c'était un titre. Donc sa boxe, on a vu tout de suite qu'il n'arrivait pas à le stopper avec sa boxe et que ça n'empêchait pas Bartoszynski d'avancer sur lui et de faire son chemin vers la cage où pendant 5 rounds, il l'a collé à la cage avec ses suites de coups de genoux, quelques frappes. Alors il y avait aussi Saladin qui arrivait quand même, parce qu'on sait qu'il est technique et qu'on sait qu'il est puissant, à remettre Bartoszynski de temps en temps dos à la cage et à renverser la situation. Mais ça durait que très peu de temps. En fait, à chaque fois, il arrivait à le reprendre et à le recontrôler. Il y a eu de la rupture de contact, ça revenait à la boxe. Alors, on sentait quand même un Parnasse qui était quand même craintif du chaos, tu sais, parce que dans ses esquives, Il était, il ouais. surjouait ses esquives en descendant très très bas, en descendant très très D'ailleurs, bas. c'est à ce moment-là qu'il prend un sale coup de genou. Et 33. on peut saluer son menton, hein, parce que quand il prend Ouais. le coup de genou, il le prend plein pot et en plus, il le prend en s'empalant dessus parce qu'il est en train de descendre. Franchement, la lucidité qu'il a eue après de coller, la gestion il a shooté, je crois, il prend un single. Tu sais, ça lui permet de souffler. Ah ouais, Non, franchement, non. sacré menton. Sacré menton, sacré nez aussi maintenant, parce que Ouais. nez cassé sur le coup de genou. D'ailleurs, je remarque Saladin Parnasse avec un nez cassé, c'est la copie conforme de son frère. Ouais, J'ai c'est ce cru qu'il m'a qu'ils dit. avaient changé de façon catch, tu sais, ils se sont tapés dans la main, c'est le frère qui est rentré en milieu de, tu sais, à la fin du troisième round, parce que je te jure, ils ont la même tête. C'est un truc de fou. Bref, ça c'était pour pour la blague, mais c'est très, très vrai. Regardez le frère de Saladin Parnasse et regardez Saladin Parnasse avec le nez cassé, ils ont la même tête. Donc voilà, et effectivement, donc c'est le seul fait à notifier sur la box de Bartoszynski qui est en fait un coup du sort, hein, parce qu'il envoie son genou au moment où Parnasse descend, comme tu l'as dit, donc c'est pas quelque chose c'est pas un setup qu'il a fait pour pouvoir justement lui mettre.
Non, moi, pour moi, c'est un gros aveu de faiblesse de Bartoszynski d'avoir choisi cette stratégie. On sait que c'est un habitué du chaos, que sur ses Bah, 13 victoires, il avait mis 11. c'est un finisher, hein. Le mec finit tout le monde, que ce soit en soumission, même au sol. Il a un sacré sol, Bartoszynski. Mais il a été Il finit. dominé par Parnasse au Il a sol. été, ouais, il a été dominé. Bah, c'est pour ça que ça n'y va pas forcément. Tu sens que lui, sa seule solution, c'est le maintien à la cage, en fait. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est là que tu vois quand même que il y a une décision unanime pour Bartoszynski qui remporte donc ce fight. Ça aurait pu être une décision, enfin, je sais pas, unanime, tu vois, quand tu vois que les dégâts sont plus quand même en la faveur dans tous les rounds de la part de Parnasse. Alors, je dis ça en dehors du fait que ça soit un combattant français, tu vois, et qu'on aurait voulu le voir marquer l'histoire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand même, si tu prends la règle du dégât, effectivement, Bartoszynski fait du temps de contrôle, mais le temps de contrôle vient en deuxième. C'est deuxième ou troisième d'ailleurs, je sais même plus. C'est deuxième, hein, le temps de contrôle. Je crois, je sais plus. Ouais, bref, parce qu'il y a un ordre en fait. C'est d'abord les dégâts, ensuite, si les dégâts sont similaires, on vient chercher l'autre. On en avait parlé déjà. Il faut juste que je le reprenne. J'ai plus l'ordre en fait. Il y a le temps de contrôle et après il y a encore autre chose. Donc c'est la boxe et le grappling effectif qui priment au début. Et on voit que quand même sur les 5 rounds, celui qui crée le plus de dégâts, que ça soit en boxe ou que ça soit même sur le sol avec le fait qu'il a été dominant sur le sol. Pour moi, il peut très bien avoir quelques juges qui auraient pu, en tout cas, lui accorder plus de rounds ou voire lui accorder cette victoire, entre Bon, guillemets. Je sais pas ce que vous en pensez, mais, bon, t'es dur. T'es dur. Oh, à la limite, le premier round. ouais. Ouais, le premier round. Je peux lui donner le premier. Je lui donne le premier. Mais tous les autres rounds, impossible. Ouais, mais regarde le combat de Pereira contre Blachowicz. Tu vois. Finalement, c'est à peu près la même chose, hein. C'est du dégât sur un court laps de temps et après du temps de contrôle de Blachowicz. Dégâts de Pereira, temps de contrôle de Blachowicz. À la fin, on donne la victoire à Pereira. Ouais, mais il y a quand même plus de phases de boxe dans le combat Pereira-Blachowicz et il touche plus clairement Pereira. Là, en fait, tu sens que Salah, il touche. En fait, il marque, mais il fait pas vraiment de dégâts. À aucun moment, je sens Salah capable de le finir. Non, ça par contre, c'est clair. À part au sol. Au sol, il aurait peut-être pu jouer sa carte. Honnêtement, il aurait peut-être pu jouer sa carte au sol. Mais Ah, faut-il j'y crois pouvoir pas. amener au sol? Ouais, j'y crois pas. Et même en lutte, tu vois, sur toutes les tentatives qu'il fait, tu sens qu'il est trop lourd. Là, pour Ouais, le coup, il gagne au là, je suis physique, en d'accord. fait, hein. Sur toutes je pense que sur tous les compartiments, même en lutte, hein, c'est pas parce qu'il se fait plaquer qu'il est moins bon. Là, pour le coup, c'est vraiment le physique. Je pense qu'il est meilleur dans tous les compartiments du combat. Mais en plus, il a demandé une revanche potentiellement. Honnêtement, hein, le résultat, il sera identique. Même en faisant tous les ajustements possibles, la différence de gabarit, elle est trop élevée. Bah, c'est ça, effectivement. Non, après, ouais, c'est mon côté français, tu vois. Moi, j'ai fait une Hatch qui a fait la guerre, à ce qui paraît, dans le, dans le vestiaire. À ce qui paraît, il a fait la guerre derrière, en coulisses, en disant que c'était honteux, tu vois. Mais parce qu'il veut le voir gagner. C'est vrai que j'aurais bien voulu le voir marquer l'histoire. Non, il gagne le combat. Maintenant, pour moi, c'est quand même une victoire petit bras. Tu vois, pour quelqu'un qui est 2 KT au-dessus, c'est une victoire petit bras. Ah, Tu mais vois, il aurait clairement. dû plus partir à la guerre. Et par contre, j'ai un vrai problème. Je comprends pas. Ça, là, j'ai toujours l'impression qu'il glisse. Tu sais, quand il boxe. Là, sur ses appuis, je le voyais glisser. Et c'est pas le Je seul. sais Alors, je plus sais qui pas en s'il y a a un. parlé, dans quelle analyse j'ai entendu ça. Je sais plus quelle analyse, si c'est Fight Minds ou si. Alors, je sais plus du tout. Mais il parle de ça. Il y a quelqu'un qui parle de ça. Du fait que souvent sur ses prises d'appui en boxe, Hmm, il est fébrile un peu. Tu vois, ça glisse. ouais. Mais je crois que c'est pas le seul, hein, parce que même, je vais encore parler de ma femme pour le plus grand plaisir de Lionel, mais même elle, en regardant le premier combat qu'elle a, parce qu'après on a switché, elle a regardé la télé, bon bref, et elle me dit, mais il glisse, tu vois, les combattants glissent. Et il y a peut-être un problème avec la bâche. Déjà, il y a trop de pubs, déjà pour commencer, sur la bâche. Et KSW, il y a que de la pub. Il y en a sur la bâche partout, il y en a sur les combattants partout, il y a de la pub partout. Tu vois, c'est des enseignes publicitaires vivantes, le type. Mais je me demande si ça joue pas aussi au fait de glisser un petit peu. En plus, il met son strap, tu sais, à la cheville, au pied à la cheville. Je sais pas si ça permet de gripper, mais je pense pas plus que ça, tu vois. Euh, je Écoute, sais pas. Bartos, il avait pas l'air de glisser en tout cas. Non, 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 non. Donc lui, pour le coup, c'est vraiment à tous ses combats qu'on remarque ça. Donc je pense qu'il y a un problème de son côté-là. Ouais, effectivement. Est-ce que c'est sa prise d'appui au sol? Et je pense pas, parce que techniquement, c'est parfait. Est-ce qu'il peut y avoir un milliard de trucs en vrai?
Moi, Aïssa, il avait un problème de sudation au niveau sous les pieds. Il transpire beaucoup, ce qui fait qu'il glissait énormément. Donc après, il y a des solutions, hein. On a vu Doumbé qui met une sorte de colle Ouais. sous ses pieds, justement. Ça peut être une solution. Mais c'est vrai qu'il glisse, ouais. Ouais, parce que c'est vraiment ça, hein. Et ça, c'est vrai que je le remarque. L'autre que que j'avais remarqué aussi glisser beaucoup, c'était Mansour Barnaoui. Tu sais, on en avait parlé aussi quand il avait fait son combat contre Primus. Mm. C'est vrai qu'il y a ce souci-là. Il y a ce souci-là qui fait que bah, déjà, tu as l'écart de puissance par rapport à ton adversaire. Mais en plus de ça, si tu peux pas prendre des appuis corrects, effectivement, ça retire aussi une partie de la puissance de tes frappes, puisqu'on sait que la puissance vient de ton ancrage au sol. Ouais. Donc, je sais pas, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Après, bon, tu parlais du fait que il voulait la revanche pour le KSW à Paris, qui aura lieu. Je l'ai noté, je En crois. avril, non? Je l'ai noté. Ah, je sais plus. Moi, je En l'avais avril, en avril, en avril. en avril, ouais. Donc, ce qui ferait En une grosse avril, prépa. et ça serait son dernier combat en contrat, tu sais, à Parnasse, de ce que j'ai compris. Donc Mhm. tu me disais, ouais, c'est une connerie de faire ça, le résultat sera le même et tout ça. Ok, mais si c'est son dernier combat en contrat et que on ne sait pas ce qu'il va faire par la suite, mais dans la négociation, il a plus intérêt à tenter sa chance dans un troisième, un deuxième combat, tu sais, pour une troisième ceinture, où il gagne, il a tout gagné, il perd, c'était deux catégories au-dessus. Plutôt que de faire un combat dans une des deux autres catégories, où potentiellement, s'il perd, dans la négociation, il perd tout. Tu vois, ça fait redescendre quand même sa hype. Donc, stratégiquement, moi, personnellement, je peux lui conseiller d'aller chercher la revanche. Bon, déjà, il y a un point qu'il faut tout de suite soulever, c'est que Bartos, il combattra jamais en France. Il y a les tests antidopage, oublie. Et je pense même que les Polonais, je pense qu'ils vont avoir un gros problème, le KSW, au niveau de leur carte, parce que pour mettre des mecs qui sont habitués à combattre là-bas, qui combattent qu'en Pologne, les faire combattre à Paris, ça va être très compliqué. Donc, il y a peu de chances que la revanche, elle se fasse là-bas, je pense. Déjà, premier point. Ensuite, le deuxième point, ça serait s'il fait une prépa de 4 mois, là, donc il aurait plus de temps. Ça voudrait dire prendre de la masse, je pense, parce que c'est ce qui a pêché, hein. Mais prendre de la masse, on sait que c'est compliqué à redescendre après, hein. Bien C'est sûr. très, très compliqué. Ça veut dire qu'il pourrait monter, et là, en fait, ça se jouerait que sur ça, hein. S'il a des ajustements à faire, c'est ça. C'est prendre du poids et du volume, mais quid de la suite, quoi. Comment tu redescends à 66? C'est quasi impossible après. On l'a vu avec Connor qui était monté très lourd à 77. Après, c'est impossible de redescendre à 66. Tu Non, peux, hein, tu peux, tu parce qu'il peux, est jeune en tu peux plus, tu vois. Et en redescendre. plus, Tu peux redescendre, mais par contre, ça va être dans la douleur. il a une rigueur d'entraînement, ça là, que peu de gens ont. On le sait, on le voit. Donc, tu vas le faire. Mais ça prend du temps déjà. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée de le reprendre. En tout cas, là, ouais, là, par contre, je suis d'accord avec toi. Pour ce point-là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est juste d'un point de vue écrire ton histoire et surtout ne pas perdre ce que tu as sur ce dont tu as capitalisé. En fait, moi, c'est plutôt une réflexion comme ça, tu vois. Parce qu'on sait jamais, ça reste du MMA, même si tu as roulé sur ta catégorie pendant des années, tu vois, tu peux très bien te retrouver sur ce combat-là qui est le plus important pour toi parce que c'est ton dernier, c'est celui qui va mettre un point final aux négociations avec d'autres organisations comme le PFL, comme le ONE, comme l'UFC, comme ce que tu veux ou je sais pas où il voudra aller, tu vois. Mais si tu perds, si tu commences une négociation sur une défaite, bah tu capitalises moins. On est d'accord. Ouais, non, c'est sûr. Mais au final, aux yeux du public et aux yeux du monde, ça restera une défaite. S'il reprend Bartos, c'est qu'il repère. Tu vois, ça restera deux Ouais, défaites ouais, ouais, d'affilée. ouais, Ok, tu ouais. peux dire oui, c'est pas saccadé, mais bon, à partir du moment où il accepte la revanche et tout, c'est qu'il se sent capable. En plus, on a vu que le combat, il est pas ridicule, tu vois, il y a match. Ah non? Donc, ça resterait deux défaites, et même pour lui, mentalement, ça ferait deux défaites d'affilée. C'est ce qu'il n'a jamais connu, tu vois. D'être sur une série de deux défaites, je pense que c'est pas bon. Non, moi, je redescendrai à 70. Je ferai une défense à 70. Après, je connais pas les noms du KSW, donc je peux même pas dire contre qui ça serait intéressant ou pas. Mais je redescendrai dans une de ces KT pour défendre une de ces ceintures, et voilà. Ah, je sais pas, faut voir. Faut voir. Parce que 70, ça reste aussi, ça reste des mecs qui connent plus dur, tu vois, ça reste.
ça reste aussi un danger potentiel. Effectivement, je ne connais pas non plus qui il y a dans la catégorie. Donc, je sais pas comment ça peut se passer. Je sais pas. Je sais pas qui pourra affronter. Si c'est, en fait, pour avoir tous les éléments, il faudrait connaître en fait les combattants pour savoir ce qui est le plus judicieux en fait. Et toi comme moi, on les connaît pas. Donc, euh, donc c'est vrai. Mais dites-nous hein, ce que vous en Ouais, pensez s'il y en a aussi. qui suivent le KSW, nous, c'est quoi le plus judicieux d'après vous pour Ouais. ça là? Mais moi, pour moi, ouais, tenter une dernière fois en sachant que ça sera dans cette seule organisation où il pourra tenter ce triple titre. Tu vois, de retenter sa chance en faisant des ajustements. Parce que là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont parié sur la vitesse par rapport à la puissance. Et bah, tu peux encore tenter ta chance avec la puissance par rapport en enlevant un peu de ta vitesse. Tu vois, c'est Ouais, possible. ouais, Donc, et même au-delà de ça, le truc, c'est est-ce que Bartoszynski a un intérêt à reprendre la revanche? quand tu vois la victoire de Tibra qu'il a fait, pourtant c'est lui qui l'avait call out. Hein. Mais oui, je suis Ouais, pas sûr non plus. je suis pas sûr. Tu vois, Tout dépend, tu sais. je l'ai passé difficilement. Tout Est-ce que j'ai dépend. envie de reprendre ça, quoi? Tout dépend la moula, en fait. Tout dépend l'argent qu'on lui propose, en fait, pour ce combat-là. Oui, aussi, c'est vrai. Ah oui. Bref. En tout cas, on le saura bien vite, parce que le KSW, eux, annoncent quand même relativement tôt les oppositions. Donc voilà. On continue. La dérive du trash talk. C'est toi qui as voulu parler de ça. Tu l'as dit la dernière fois quand on a fait le débrief aussi. Tu as dit ne nous privons pas d'un sujet. Effectivement. Est-ce qu'il y a une dérive du trash talk aujourd'hui? Alors, on avait fait un sujet, hein, nous, à l'époque, il y a très longtemps. On peut vous inviter à le réécouter sur notre chaîne. On avait parlé de ça, des bienfaits ou des méfaits du trash talk. Aujourd'hui, on sent qu'on passe un petit step. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que là où c'était ponctuel à l'époque, où tu avais une personne qui allait sortir une dinguerie, là, on sent que sur l'UFC 296, déjà, il y en a deux qui ont sorti des dingueries. On a Covington qui dit à Edwards qu'il va pouvoir passer le bonjour à son père qui est en enfer parce il va l'envoyer là-bas et qui fait référence à son père qui s'est fait assassiner, qui s'est fait tirer dessus. Donc voilà. Donc déjà, ça, c'est pas ouf. On a vu ce que ça a donné, l'émotion que ça a sorti. D'ailleurs, il y a un point qu'on n'a pas dit, que j'ai pas notifié et que je voulais notifier quand on a fait le débrief. Tu as vu ce que faisait à chaque fois Edwards quand la cloche sonnait? Il faisait tout pour qu'il n'y ait pas d'échange de regards entre les deux. Il tournait sa tête, il regardait, il allait droit dans son coin. Ah ouais, il voulait pas Aucun échange sortir de de son regard. combat. Voilà, ça m'a marqué. J'en ai pas parlé, c'est dommage dans le débrief, mais j'en parle maintenant. Mais vraiment, tu sens, tu sais, on parlait du fait qu'il devait se forcer à rester focus. Et ben ça, tu vois, c'est un petit élément en plus. Tu vois, ça veut dire que Ouais. il S'il aurait pu savait. voir un petit rictus ou un mot, un Voilà, truc comme ça aurait pu le faire sortir. exactement. Mais ça montre à la fois le travail en préparation, le travail mental en préparation qui est fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils connaissent assez bien Edwards pour mettre ça en place. Mm. Mais ça montre aussi sa fragilité. C'est l'ombre et la lumière, tu vois. C'est vraiment ça. Donc voilà, je voulais en parler, mais c'est vrai que j'avais oublié la dernière fois de parler de ça. Ensuite, on a la deuxième sortie sur la conférence, sur une conférence de presse à ce moment-là, qui a conduit justement à une bagarre dans le public. Duplessis qui a dit à Strickland qu'il va le tabasser comme son père l'a tabassé et qu'il va lui faire remonter les souvenirs d'enfants battus. En gros, c'est ça qu'il a vécu. Tu vois, donc je pense qu'il s'appuie sur quelque chose qui a été vécu par Strickland. Alors, je connais pas j'ai pas la biographie de Strickland, mais je pense que Bah, s'il il sort l'a ça, dit. Il l'a dit, je suis pas sûr. il l'a dit lui-même. Je crois même qu'il y a eu des histoires d'attouchement. Enfin, Ouais, une enfance très compliquée. Tu vois, ouais. où tu sens que c'est très facile de rentrer dans la brèche pour le casser mentalement. Mm. Ouais. Bah là, il est rentré dedans, effectivement. Donc, on touche quand même à quelque chose de grave, tu vois. Si c'est un enfant battu, un enfant aussi, c'est un enfant donc touché, tu vois. On est quand Ça n'a même sur rien de quelque chose. drôle. Ça n'a Voilà, rien de ça n'a rien drôle. de drôle, rien de pertinent, et c'est honteux et c'est horrible de toute façon de parler de tout ça. Donc ouais, non, on a une dérive, hein, ce qui fait que ça les a conduits à se battre dans le public de l'UFC 296. Par contre, très smart de la part de Strickland qui a gentiment demandé au fils et à la femme de Burns de se décaler parce qu'ils allaient se battre. Ça, j'adore. Non, mais par contre, c'est très smart, tu vois, il aurait pu. Ça montre quand même une lucidité dans la bagarre. Et après, il a plongé sur lui, il l'a tabassé. Et derrière, donc il a même été envoyé un message à Burns, un SMS, Pour pour lui demander savoir si tout allait bien. si tout allait bien. D'ailleurs, la femme de Burns a tweeté aussi
sur le fait qu'elle avait apprécié le geste qui leur demande de se décaler et qu'elle a bien précisé que c'était Dricus qui le provoquait pendant tout le fight, en fait. C'est lui qui lui disait viens, 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 jusqu'au moment où il a dit ah, ok, bon, bah, je viens, Et j'arrive. tu sais, Je Strickland, pense faut qu'il pas le faut pas le provoquer trop pousser longtemps. longtemps, tu vois. Donc voilà. Donc après la question, j'ai adoré en fait la réponse de Dana White quand tu lui as demandé, on lui a parlé justement de cette bagarre où il a dit mais quel est le connard qui les a mis côte à côte? Bah c'est moi. Le seul fautif c'est moi. Déjà il dit savoir avec qui on met Strickland, déjà c'est compliqué. Mais être là, en sachant ce qui s'est passé dans la conférence de presse, de les mettre côte à côte, c'était une débilité sans nom. Donc voilà, il ne Après, peut s'en prendre qu'à lui. nous faire croire qu'il a pas fait exprès, faut pas prendre les gens pour des cons, Dana. Faut pas prendre les gens pour des cons parce qu'on sait que ce main event, il est bidon, hein. Enfin, Oui, c'est pas un combat du tout qui hype les gens. Par contre, maintenant, il y a une vraie histoire. ouais. Ouais, ouais. Mais c'est une histoire qui est risquée, hein, parce que c'est quand même une bagarre à main nue. Alors même si tu sais, la sécurité est Tu sais arrivée très quoi? vite, Je donc me je suis pense dit qu'il la y avait même de la... chose. Il lui met une patate dans le crâne, il se casse la main, il n'y a plus de combat. Ouais, ou une Truc tout ouverture, con. ou tu vois, enfin, il y a plein de choses, un nez cassé, tu vois, il y a plein d'éléments comme ça qui auraient pu mettre fin à ce combat-là. Oui, effectivement. Bon, maintenant, tu sens quand même qu'il les a mis côte à côte, mais la sécurité est arrivée très, très vite. Vraiment très vite. Donc, je pense qu'il y avait quand même un garde-fou, tu sais, pour que ce combat ne dure pas trop longtemps non plus s'il y avait Mm. bagarre, tu vois. Donc, histoire de sécuriser les choses. Mais oui, une main cassée, ça peut arriver très, très vite. Très, très vite. Donc, Duplessis qui a après dit que il est étonné de voir à quel point il a réussi à le faire vriller facilement. hmm, Il n'y a pas de quoi être étonné en fait. C'est une dinguerie ce que tu as dit. déjà, déjà. Non, et puis en plus de ça, alors on va revenir sur les dingueries justement et sur le côté de la dérive du trash talk, mais étonné de faire vriller Strickland. Le mec gifle des gens dans la rue parce qu'on l'a mal regardé. Enfin, tu vois, le mec vrille tout le temps. Tu Non vois, mais en on fait, est obligé d'être toujours avec lui pour éviter qu'il y ait un problème. il a dit Donc ça, effectivement, il a dit ça dans le sens où lui, en termes de trash talk, il attaque tout le monde, tu vois. Mais dire dans le sens où lui le fait à tout le monde, mais une fois qu'on lui fait à lui un peu méchamment, le mec vrille tout de suite. Mais non, non, c'est pas comparable. Et en plus, là, tu attaques un truc qui est trop intime, trop personnel, en fait. Je pense que personne ne peut se contrôler sur un truc comme ça. hmm. Ben, comme pour Covington avec Edwards, tu vois. Vraiment, pour Ouais. le coup, de parler de ton père qui s'est fait assassiner, tu sais que tu en as souffert toute ta vie, tu sais que tu t'es retrouvé seul avec ta mère, tu sais que, enfin, tu vois que que ta vie, elle a été loin d'être facile à cause de ça. Enfin, Et puis en plus, Covington, c'est vraiment. On en parlait la dernière fois. Pour moi, c'est le mec il est rentré tellement dans son personnage qu'il est devenu son personnage. Là où je pense qu'il jouait avant un rôle, là, tu sens que c'est vraiment un tas de merde. Franchement, c'est. Parce qu'il confirme ses déclarations post-fight, hein. Tu vois, il a même pas le recul de se dire, ok, j'ai été un peu loin, je présente mes excuses. Non, non, le mec, il confirme. J'assume ce que je dis. Le faut mec, être une c'était un bonne personne, criminel. Il mérite ce qu'il a eu. Pense ce que tu veux, mais ferme-la. c'est ça, c'est ça. Mais ne le dis pas. T'es pas obligé d'avoir ton mot à dire surtout. Mais oui, non, non, je suis d'accord avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse dérive. Enfin, tu vois, c'est vraiment là, on rentre dans du personnel. Quand tu attaques un pays, tu sais, je sais pas, je pense à McGregor. McGregor, par exemple, tu vois, quand il avait fait euh, son trash talk contre Khabib, tu vois, il parlait de son père et de tous ces trucs-là, tu vois, mais c'était pareil. Tu vois, il y a des choses comme Ça ça. allait trop loin. Ça allait trop Tu loin. vas trop loin et ce qui fait que derrière, tu perds de. Tu vois, là où le trash talk peut être fait avec beaucoup de finesse, tu sais, et il peut être un outil dans ta victoire, parce qu'on sait que, par exemple, McGregor, c'est un outil dans ses victoires. Quand il vient tacler tout le peuple brésilien pour José Aldo, enfin, tu vois, qu'il attaque tout son Parce qu'il pays, toute sait sa que c'est patrie. un peuple qui sont, tu sais, ils sont, c'est quoi le mot? J'ai un trou de mémoire. Oui, tout à fait. Mais comme tu t'as dit, j'ai un trou de mémoire, le mien, il est venu aussi. Bah, ils sont chauvins, on va dire ça. On va dire, ils sont très chauvins. Voilà, voilà. Donc tu sais qu'en faisant ça, tu vas forcément le faire sortir de son combat. Et lui, Oui, il va vouloir prouver devant son peuple. En plus, le combat, c'est au Brésil. ouais. Donc il va vouloir prouver fois 10, tu vois. Donc ça, c'est intelligent. C'est Ça intelligent me parce choque qu'en pas. plus, tu attaques une masse. Enfin, tu vois, tu ne cibles personne. En fait, c'est à partir du moment où on commence à cibler.
Et quand ça devient vraiment trop personnel, que tu rentres dans l'histoire de la Quand personne et ça touche surtout dans des l'entourage des blessures gens. et des blessures en plus qui peuvent te marquer outre le combat, tu vois. C'est-à-dire, effectivement, tu vas rentrer dans sa tête pour le combat, certes, mais c'est une blessure que tu peux ensuite, que tu vois, que tu essayes peut-être, on ne sait pas le travail qui est fait, c'est derrière pour cacher tout ça, enfin, pour accepter tout ça, le travail qui a été fait pendant des années. Tu peux tu vois, repartir 10 ans en arrière, je sais pas, pour une connerie comme ça. Donc non, c'est petit, c'est facile, ça retire la superbe, l'intelligence que tu peux avoir dans le trash talk. Honnêtement, honnêtement, si tu, Les attaques aussi qu'on tienne Gary là sur sa femme, ça devient ouais, relou, tu vois. Ok, aussi, on peut penser ce qu'on veut quand on voit l'historique avec sa femme, etc. Vous faites votre avis, mais ça reste du personnel en fait. Ça reste du c'est sa vie. personnel. On l'avait vu aussi avec le combat Jake Paul. Non, c'était Logan Paul ou Jake Paul contre l'autre là, le mec du JB. Le dernier combat qu'il a fait en anglaise là. Attends, parce que là, il a combattu en anglaise là, juste Non, bah là. juste avant, le combat contre le mec du JB là, l'entraîneur de McGregor. Ah, Dylan 6. Ouais, Dylan Dennis qui pendant des semaines avait fait des montages avec la femme de Logan Paul, etc. Ouais, c'est bon. Là, pour le coup, c'est même pas du trash talk en fait, c'est du harcèlement. Ouais, Donc ouais, ouais. moi, ça me dérange. Ça me dérange, ça me hype même pas plus que ça en vrai. Parce que c'est le trash talk que j'aime bien à partir du moment où c'est drôle. Quand tu arrives à en rire, c'est bien. Tu vois, Doumbé, ce qu'il fait, Doumbé, c'est oppressant. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de manque de respect. C'est drôle, c'est de l'humour. Et ça fait autant plus, ça fait quasiment aussi mal que eux ce qu'ils font, hein. Ouais. Non, je suis d'accord. Putain, qu'ils prennent des cours avec les gens qui font des battles de rap contender. Au moins, comme ça, tu vois, ils auront de la punchline à envoyer, tu vois. Non, mais en Là, on fait, va. le problème, c'est que tout le monde n'est pas fait pour le trash talk, mais le MMA actuel te rend obligé d'en faire. Sinon, tu Ouais, restes dans la masse, en fait. Donc, tu es obligé d'en faire, sauf que c'est en toi, en fait. Ça s'apprend même pas. Il y a des mecs qui ont la punchline facile, tu vois. C'est des chambreurs, ils ont ça en eux, et ça passe bien. Et il y en a d'autres, ils l'ont pas. ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et là, pour le coup, eux, les deux, ne l'ont pas. Ils l'ont pas. Non, c'est de la violence, c'est de la méchanceté gratuite, quoi. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est une dérive qui est pas bonne du tout. Et encore une fois, tu sais, moi je pense toujours aux personnes qui regardent, surtout les plus jeunes, tu sais, et surtout ceux qui débutent dans la discipline et qui se sentent après obligés. En fait, c'est un cercle vicieux parce qu'ils se sentent obligés de faire la même chose. Et ils se disent, voilà, si je veux percer, il faut absolument que je parle mal, il faut absolument que je fasse du trash talk, il faut absolument, si je veux grimper, en fait, c'est un passage obligé. Et Ouais, en fait, c'est pas un passage obligé, c'est une dérive pour moi. C'est une dérive de la discipline, clairement. tu vois. C'est une dérive, c'est une dérive, et les dérives, on sait jamais où ça finit. Parce qu'un jour, on n'est pas à l'abri d'un drame. Tu vois, un mec sanguin qui pète les plombs. Franchement, ça peut aller très loin, ce genre de truc, hein. Vous savez pas Ouais, qui vous avez en face de vous. Tu vois, l'histoire de Masvidal qui se bat avec Covington dehors, c'est des genres de trucs qui peut partir très loin. sûr. Non, et puis il faut pas oublier que les mecs sont dans le même hôtel, hein. Tu sais, quand Edwards il Hmm. est parti à la chambre de Covington, enfin ils sont dans le même hôtel, ils se croisent tous les jours pendant la Fight Week. Donc, même si il y a des salles séparées, tu sais, pour s'entraîner et tout ça, mais les salles, moi je vois à l'UFC Paris, les salles, tu avais Elles sont porte A, côte à porte côte. B, Ouais. elles sont côte à côte. Donc en fait, quand tu sors, si les deux sortent en même temps, et on l'a déjà vu hein, de toute façon, hein, des mecs se gifler à l'extérieur, on le sait, mais ça peut effectivement aller beaucoup plus loin parce que quand tu touches à une corde vraiment sensible, tu vois, si t'as pas en fait, le problème, c'est si t'as pas un C'est camp, l'équipe. Ah ouais, c'est ton point, équipe qui qui va va te vraiment tenir. te Tu vois. centrer. Ah ouais, Si grave. si tout le camp, il est violent, Il derrière, suffit que ça. ton coach il soit un peu con, hein, Ouais, et il y et en a. qu'il soit dans le délire de il t'a manqué de respect, il faut le rouster. Il va te pousser, vous allez tous vous saucer et ça va partir en couille. Et D'ailleurs, ça va être ce qui bagarre était à la copine. intéressant aussi, c'est que pendant l'interview au post-fight de Edwards, tu l'as vu? C'est son coach Son qui commence coach. à Ouais. insulter Et Covington c'est et Edwards qui Edwards le qui lui recadre. dit calme-toi. C'est vrai. Ouais. Mais au moins, il a attendu la fin. Enfin, tu vois, c'est-à-dire je pense qu'il l'a contenu tout le long de la Fight Week, tout le combat, Je pense qu'il était aussi frustré que lui et que lui bien aussi sûr. voulait l'insulter, tu vois, exploser et que quand ouais, ça s'est libéré, il s'est dit allez, je me lâche. C'est ça. Là C'est où ça. Edwards n'avait même plus besoin de le faire puisqu'il venait de le rouster en fait. Lui, je pense que toute la tension était partie, donc c'est lui après qui était.
qui était plus posé. Ouais. Ouais. Donc, tant que ça se passe comme ça, tu vois, que des gens intelligents arrivent à rester calmes, ça va. Mais tu vois, même un Strickland chez lui, il peut clairement vriller. Le mec promène son chien avec un fusil d'assaut. Donc, le mec peut vriller. Le mec peut vriller à tout moment. Tu vois, si Le mec peut Duplessis, vriller. il insiste et il signe et qu'il continue à faire surgir des trucs comme ça, on ne sait pas ce qui peut se passer. Là, ça s'est passé. Il a été quand même, voilà, conscient de la chose. Il a fait décaler la famille et tout ça. Mais on ne sait pas après, par la suite, tu sais, quand on va être à l'approche du combat, qu'il y aura le cutting, qu'il y aura la fatigue, qu'il y aura la pression morale, qu'il y aura l'enjeu de l'événement, tu sais. Il va À ce rappuyer dessus moment-là, en plus. Mais moi, bien j'en suis sûr. sûr. Il va rappuyer dessus, Duplessis. Là, il a vu que ça le faisait sortir de son combat. Oui. Il va rappuyer dessus. Et là, on n'est pas à l'abri d'une dinguerie avec un mec comme ça, tu vois, par exemple. Donc bon, après, c'est tout à l'intérêt de Strickland, effectivement, d'arriver à faire un travail dessus et à mettre ça de côté parce qu'effectivement, il va dégoupiller le jour du combat. Il va dégoupiller. Et Duplessis, lui, sera très, très serein, très calme et il fera son taf après derrière. Mm. Donc c'est intelligent de sa part, mais à la fois c'est dégueulasse, quoi. Bref. Donc, s'il vous plaît, nouvelle génération, vous voulez faire du trash talk? Vous pensez que c'est la meilleure chose pour vous? Ok. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, rapprochez-vous du rap contender, essayez de trouver des vrais punchlines, trouver des trucs qui touchent, mais sans faire de mal, d'accord? Donc, non, soyez drôle, soyez fin, essayez de trouver des choses, voilà, Des angles qui sont d'attaque qui sont percutantes, respectables. voilà, qui sont respectables. Même si ça peut être sale, c'est trash talk, hein, c'est la poubelle, hein. Mais au moins, voilà, pas les mamans, pas la famille, tu vois, Pas les gens décédés, pas ce jeu. Les choses normales, en fait. pas les habits aussi. On a dit pas les habits et pas les mamans, pas les habits. Aussi les habits, on peut. Bref, on continue. Arès 18, doit-on changer la règle? Je m'explique. Ça fait 2 Arès de suite où un combattant pour le titre ne fait pas le poids. Donc là, c'était pour le combat de Virgil Hogan qui devait affronter donc Enrique Shigemoto. J'adore ce nom, ce mélange des cultures, tu sais, Enrique Shigemoto, bref. Passons pour la ceinture des moins de 84, mais Shigemoto n'a pas fait le poids et le combat a été requalifié sur un combat classique sans le titre en 3 rounds et est passé du co-main event au 3e combat de la soirée. Donc tout a été perdu pour Virgil Hogan qui s'était préparé pour 5 rounds et qui s'était préparé pour un titre des 84 kilos. Pour le coup, il a gagné son combat. Par chance pour lui, s'il avait perdu, il avait vraiment tout perdu, tu vois. Donc, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il a quand même eu le courage d'accepter ce combat. OK. Ça n'a pas été le cas lors de l'Ares 17 quand Baki avait Contre King Baki Hammer. Baizongour Shamsuzinov avait lui raté la pesée avec 1,1 kg contre Félix King Hammer. Klinkhammer. Ouais, c'est ça, pour la ceinture des Walters. Donc là, lui, Félix avait refusé le combat, à juste titre, hein, combat bourbier, t'as rien à gagner, il n'y a pas de ceinture en jeu, Mais bah d'autant plus pareil, qu'il prend son salaire quand même, hein. C'est ça le truc. C'est oui, qu'il prend son salaire, même en refusant le combat. ouais. Donc voilà, c'est la politique du Ares, en fait, de requalifier les combats quand il y en a un qui fait pas le poids. Et de là, en fait, Chris Guénache, au travers d'une question, a posé la question à Fernand Lopez si il ne devait pas changer cette règle, en fait, tout simplement parce que la personne qui a fait l'effort de faire le poids, qui fait l'effort d'accepter le combat, il faut la récompenser. Donc, la récompenser, ça passe par quoi? Ça veut dire qu'il combatte, il gagne, il prend le titre, il perd, l'autre ne prend pas le titre. Quand c'est un titre vacant, d'accord? Et même si c'est pas un titre vacant, on l'a vu à l'UFC avec Oliveira, qui lui avait pas fait le poids parce que problème de balance, patati patala, on va pas refaire l'histoire. Mais derrière, en fait, quand il a gagné, mais il était quand même Il n'a pas eu destitué le de son titre. titre parce que voilà, il avait pas fait le poids. Assa Fernand Lopez a répondu qu'il faisait ce qu'il voulait, que c'était une entreprise privée et qu'il n'avait pas envie de changer cette règle, que c'était la règle qui convenait pour son organisation et que c'était comme ça, que c'était pas autrement. Alors, Chris Guénache a fait une vidéo réponse
où il a expliqué par A plus B que oui, effectivement, il avait le droit de dire ça et que c'était tout à fait compréhensible. Il a mis bien les formes pour ça, mais que derrière, il demandait quand même au public de donner son avis, tu sais, sur le fait de est-ce qu'on est d'accord avec Fernand Lopez ou est-ce qu'on est d'accord avec cette demande de Chris Ganache et surtout la deuxième question, est-ce que le fait de faire un retour en arrière et de changer la règle, est-ce que c'est dommageable pour le Ares et pour Fernand Lopez, ou est-ce que c'est une preuve d'évolution, de grandeur, en fait, voilà, tu sais, voilà, t'as changé, effectivement, rien ne t'en empêche. Est-ce que c'est une preuve ouais, de faiblesse ou pas, tu vois? Non, pas du tout. Pas du tout, puisqu'on voit que toutes les orgas, de toute façon, ça reste une orga jeune, Arès, et on voit qu'il y a des adaptations qui se font dans toutes les orgas petit à petit. Tu vois, je vais prendre l'exemple des combattants qui sont mis en backup. C'est assez récent à l'UFC. Et là, tu vois, logiquement, tu devrais utiliser quand même les orgas les plus hautes comme modèle. Et le fait qu'il n'y ait pas de backup, déjà, rien que ça, ça me pose un problème, moi. Tu vois, sur le combat de Baki, Klinkhammer, il n'y a pas de backup. Tu prends même pas le. En plus, le combat est annulé complètement puisque Klinkhammer Ouais. refuse. Donc, tu perds un combat. Tu perds le combat principal. Parce que Baki, tout le monde voulait voir ce combat, surtout avec après la hype qu'il y avait eu avec le camp Chimaev. d'entraînement, Shimaev, etc. Shimaev qui avait fait le déplacement. Tu perds le combat principal. Ça veut dire que même le public qui achète le billet, il vient pour ce combat. Mm. Et là, pour Ouais. le coup, tu perds potentiellement sur l'Ares d'après, donc c'est même pas, il y a pas beaucoup d'espace-temps entre les deux, hein. Sur l'Ares d'après, tu repères un combat aussi important. Alors pour le coup, il a lieu, mais sans enjeu. Ouais, il a lieu, mais il passe aux oubliettes parce que tu sais, t'es co-main event, d'un coup tu passes troisième combat, donc t'as Riz Lenzwa contre je sais plus qui d'ailleurs qui passe en co-main. Contre Gisèle, je sais Bunchen, plus comment. oui, tout à fait. Moreira, un truc comme ça. Je l'ai en plus sur Insta depuis longtemps. Ah ouais? Ouais, je sais pas Tu suis pourquoi. les combattantes féminines, toi? C'est elle qui m'avait ajouté à l'époque. Ah, bah oui. Il a fallu qu'il la glisse, ce beau gosse. Regardez-moi ce petit chauve. C'est un peu notre Seb Statham à nous. Et c'est exactement ça. Donc, euh, donc ouais, non, non, mais oui, non, non, c'est pour moi, c'est bien sûr pas du tout un aveu de faiblesse et effectivement, c'est même une grandeur de le faire, hein. Tu sais, tu peux te rendre compte que effectivement, tu as pensé que c'était la meilleure solution à avoir, mais que derrière, tu te rends compte que sur le papier, c'était peut-être une bonne solution, mais que dans les faits, c'est pas fou parce que tu vois que là, en deux événements de suite, tu perds un combat. Pour le titre, tu vois que ça pose problème parce que effectivement, ça a été mis en lumière par Chris Gainache, mais c'est vrai, le Ares est un passe-plat. Tu sais, c'est une organisation où tu vas pas faire ta carrière, en tout cas pour l'instant dedans. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une organisation qui te fait marchepied vers une autre organisation. Mhm. Et d'ailleurs, Lopez lui-même le dit, que c'est le marchepied vers l'UFC directement. Du moins, c'était. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'était. Donc, ça veut dire que potentiellement, des titres vacants, il va y en avoir beaucoup. Parce que le champion signe Bah, ailleurs. bah, clairement, on Donc, parlait d'une potentielle signature de Virgil Hogan à l'UFC après s'il prenait la ceinture. Parce qu'en oui, en termes de négociation, une fois que tu as la ceinture, tu passes un step. Mais c'est ça. bah, c'est mort. Donc, c'est mort. Mais c'est surtout que le fait qu'il y ait ces ceintures vacantes, en fait, qui vont être souvent remises en jeu, et que visiblement, bah, les combattants mangent un peu trop à la cantine. Donc ça veut dire que potentiellement, on va se retrouver très souvent dans ce cas de figure où bah, tu étais là pour le titre, et puis finalement non, et puis en fait, on va peut-être te remettre plus tard, et puis en fait non, bah, on va te descendre, t'acceptes pas. Mais en fait, quel combattant va accepter? Là, Virgin Hogan, bon, il a accepté. Ok, d'accord. Je pense que de toute façon, il y avait une émulation parce qu'il y avait aussi Avec Axel Sola Axel qui Sola, était ils étaient sur la derrière. même carte, ils ont fait leur Voilà. camp. Donc, Ouais. il y avait effectivement ça. Derrière, il y avait aussi le fait que tu mets en lumière la boxing squad, tu vois, de Kasata, tu vois. Donc, il y avait ça aussi, le fait de faire un 2 sur 2. Donc pourquoi pas? Bon, pourquoi pas? Et puis, je pense que il se voyait gagnant. Tu vois, il y en a après, voilà, il cherche aussi la victoire supplémentaire. Il est parti la chercher, très bien. Mais il aurait très bien pu, à juste titre, dire non. Tu vois, il aurait très bien pu refuser et tu supprimes encore un combat de la KT. Donc, mais imagine. Ce combat-là fait pas le poids. Rizlen Swag fait pas le poids. Tu vois, son adversaire, elle lui dit non, je veux pas. Tu perds deux combats pour le titre. Tu perds deux combats. Tu perds deux combats sur ta carte. Tu vois, enfin, Hmm. tu prends trop de risques avec cette façon de faire. Tu prends trop de risques.
Et Et là, tu perds le surtout, public, hein. Franchement, tu me fais ça une fois, tu me fais ça deux fois, je regarde plus. Enfin, en tout cas, j'achète plus de place pour l'événement parce que ça et devient même trop là, hein, bancal. même là, de toute façon, tu sais, le fait que ça a été requalifié, l'intérêt n'est plus le même, quoi. Mm. Donc c'est pareil, tu sais, le public, je pense qu'il y a un goût de, ouais, bon, ok, il n'y a plus d'intérêt, quoi. Et en plus de ça, mais même les combattants. Et pareil, hein, là, je reprends, c'est vraiment les arguments de Gainash, hein. Pour le coup, je ne fais que les reprendre parce que j'ai vu cette vidéo qu'il a faite, où il dit même ce que tu renvoies, en fait, l'image que tu renvoies aux combattants. Tu vois qu'ils vont venir, ils vont essayer de construire leur carrière, qui font les efforts, tu sais, qui veulent aller chercher une ceinture pour aller accéder plus loin, tu vois. Et derrière, tu te dis, ouais, mais attends, dans mon calcul, dans cette organisation-là, quand même, ça veut dire que si mon adversaire fait pas le poids, en fait, je suis tributaire de lui. C'est-à-dire que moi, je Mhm. peux faire tous les efforts que je veux, je dépends quand même de mon adversaire. Donc, ça veut dire que si, admettons, le mec fait pas le poids une première fois, ok, bon, j'annule le combat. On nous recale le mois d'après. Puis l'adversaire, il fait toujours pas le poids, parce que c'est un gros cochon, tu vois. Et ben, ça veut dire que deux fois de suite, j'ai fait une prépa, j'ai pris de mon temps. Alors certes, j'ai gagné de l'argent, mais je suis là pour moi évoluer dans ma carrière, tu vois. Ne Et pas tu rester bloqué stagnes. là. Au final, tu stagnes. Bah, les combattants ils vont dire quoi? Ils vont dire, ouais, bah, ok, mais non, je vais choisir autre chose. Je vais choisir une autre organisation. Ouais, non, je suis d'accord. Non, non, je pense qu'il faut trouver une solution à ce problème. Bah, la solution, elle est toute trouvée, hein. C'est de faire un petit update au contrat. Tu vois, tu fais un petit avenant et tu dis, bah voilà, à partir de maintenant, effectivement, tu viens, tu as fait le poids, tu as fait le taf, tu acceptes le combat, bah, tu as la ceinture Pour celui qui est au potentielle, poids. celui qui est au poids. Ouais. Ou alors, si tu veux pas faire ça, bah, tu mets un backup. Tu mets un Ou backup et alors, si le mec ne fait pas le poids, tu fais le combat pour le titre entre le backup et le mec qui est au poids. sinon, ça peut être une solution aussi, effectivement. Effectivement. Mais Si en tu tout veux cas, vraiment sanctionner le mec qui est pas au poids, tu fais ça. Tu le retires complètement du combat. tu peux pas punir, en fait, le mec qui a fait le taf, le Je bon suis élève. d'accord. Je suis d'accord. Et c'est vrai que ouais, c'est la meilleure solution en vrai. Parce que même l'histoire du backup, tu pénalises quand même le mec qui est au poids parce que peut-être que le backup, c'est un style complètement opposé à sa prépa, etc. Donc non. La meilleure solution, c'est ça. C'est si tu es au poids, tu joues pour la ceinture. C'est ça. Donc, après, tu peux, libre à toi de dire non, je veux pas, tu vois, potentiellement, tu vois. Si tu te dis, le Mhm. mec, il a 2 kilos au-dessus, enfin, tu vois, qu'il y a un écart trop grand et que tu sens que ça va jouer, que ça va peser dans la balance, ok, tu peux te dire que tu veux pas un rouge, tu veux conserver un vert, tu vois, donc tu peux dire non. Mais en tout cas, il faut que le choix soit il faut que les cartes soient entre les mains de la personne qui a fait le taf, quoi, qui a été professionnelle. On est avec des combattants professionnels, tu vois, tu peux pas te permettre de les punir, tu vois, c'est pas possible, c'est pas possible, parce que tu leur fais perdre du temps dans leur carrière, tu Ouais. vois. Et puis le temps, on sait, hein, dans la carrière d'un combattant, c'est court. C'est aussi précieux que l'argent que tu vas gagner, le temps. Ouais. Mais même, tu vois, cette réponse, honnêtement, on fait ce qu'on veut. Honnêtement, je la comprends pas, en fait. Fernand Lopez, qui a toujours été, tu sais, plein de rhétorique, tu sais, qui a toujours été là pour trouver les bons arguments, pour essayer de trouver la bonne pirouette qui le sort de certaines situations. Là, en fait, directement, je m'en bats en vrai, il aurait dit, je m'en bats les couilles, c'était pareil. Moi, je fais ce que je veux. D'ailleurs, il y a quelqu'un d'autre qui lui a posé la question sur le fait que Ares avait agrandi le temps entre deux événements. Tu sais qu'il y en avait un par mois, maintenant c'est un tous les 2 mois. Potentiellement, on ne sait pas comment ça va se passer pour la suite. Et en plus, avec ce genre de choses-là, tu sais, ça peut aussi venir réduire le roster et donc potentiellement réduire le nombre d'événements. Enfin, en tout cas, pour caler des combats, tu vois, intéressants. Non, mais c'est surtout que leur roster, il est immense de ce que j'ai cru comprendre. Ils ont vraiment beaucoup de monde et trop peu d'événements pour caler tout le monde. Ce qui fait qu'il y a des combattants Aussi, qui se retrouvent bloqués dans le roster sans combattre c'est ça. et qui sont en galère en fait parce qu'ils sont sous contrat. Et donc, quand le mec lui a posé, je ne sais pas quel journaliste c'était, hein, qui lui a posé cette question-là en conférence de presse, il lui a apporté la même réponse. Mais encore pire que ça, il lui a fait, on fait, et l'autre qui fait ce qu'on veut. Bah voilà, ouais, bah voilà, on fait ce qu'on veut. Voilà. En gros, Ne me pose pas de questions, ferme ta gueule. En c'est gros, ça, c'est je m'en ça, ne fous. me posez pas de questions de toute façon. De toute façon, c'est vrai qu'à partir du moment où le mec te répond, je fais ce que je veux, pose plus de questions. Ça, Pourquoi poser des questions? quel intérêt d'avoir une accréditation? Quel intérêt d'aller se déplacer, de passer ta soirée, aller là-bas, poser une question, alors que tu sais que tu vas pas avoir de réponse? Non, parce que il a peut-être une vision, il a sûrement une vision en fait. C'est obligatoire qu'il y ait une raison pourquoi il fait ça, tu vois. Et ça aurait été intéressant justement d'avoir cette raison. Pourquoi
Pourquoi il choisit ça pour les combats pour le titre? Pourquoi il prend cette décision? Quel est son cheminement? Qu'est-ce qui l'a amené à penser ça? Ça aurait été intéressant. Et du coup, on n'a pas de réponse. Oui, parce que tu vois, il peut expliquer son cheminement, ça donne des éléments pour pouvoir justement en débattre, tu Ouais. vois. Et peut-être Plutôt que que de dans ce qu'il va critiquer, apporter, ça va être intéressant, tu vois, et tu vas te dire, ah, peut-être que sous cet angle-là, je ne l'avais pas vu comme ça. ou même s'il le dit pas tout de suite, tu vois, il pourrait dire, bon, ok, je note, effectivement, j'ai réfléchi à la question, alors on va peut-être pas faire ça, mais j'ai une autre piste, je vous dis ça bientôt, vous allez savoir ça bientôt. Tu te dis, ok, Tu vois, ça, t'as un élément de c'est vrai réponse. que c'était des données qu'on avait à l'époque dans le King and the G. Tu vois, ça, il aurait Oui. répondu sur ça. Je pense qu'il aurait répondu sur ça. Et c'est vrai que quand tu écoutes ces arguments, après, tu as de quoi débattre. Tu peux être d'accord, pas d'accord. Et là, on n'a on n'a rien, quoi. Mais moi, je sais pas, mais je pense que tout ce qui lui est arrivé, ça doit avoir un impact, tu sais, mental sur lui, tu vois. Le fait que justement, en fait, il veut plus parler. Mais limite, en fait, c'est ça, c'est que tu l'as dit, King and the G, c'est fini. King and the G, c'est fini. Bref, référence à Capri, c'est fini la chanson, hein. Si vous n'avez pas de culture, après, c'est pas de ma faute, hein. Donc, donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? King and the G, c'est fini, il prend la parole sur plus rien. Quand il fait sa conférence de presse, tu sens que c'est dans la douleur. Enfin, tu vois, dans le sens où effectivement, il n'a pas envie de répondre. Parce que ça, pour moi, c'est qu'il n'a pas envie de répondre. Il a plus d'inspiration. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. En tout cas, c'est très mauvais signe pour la suite et de Lopez et du MMA Factory et de Ares. Juste ça. Moi, juste ça. Ces réponses-là, déjà, c'est très mauvais signe pour moi. Et je dis ça, ne venez pas nous taxer de oui, vous tirez sur l'ambulance, Lopez, ceci, cela. Non, on n'a pas besoin de tirer sur l'ambulance. Il se tire tout seul. Il est dans l'ambulance et il tire dans le toit de l'ambulance. Tu vois, c'est un peu le problème. C'est que tu sais que les personnes vont t'en parler. Ok, tu vois que ça fait deux événements de suite que ça arrive. Bon, tu sais que ça va. C'est des questions potentiellement qui vont arriver. Donc tu Non, mais en prépares plus, la réponse à ces comme tu questions, l'as tu dit, vois. Lopez, c'est un super communicant. C'est un des mecs les plus forts dans le MMA français pour communiquer, tu vois. Dans la communication, c'est vraiment, il maîtrise ça à la perfection. Et là, comme tu as dit, tu sens qu'il n'y a pas de. Il n'est pas dedans. Ouais, ouais. Donc ça me fait peur pour la suite de cette orga. S'il n'y a pas vraiment une reprise des rênes là, ça me fait très peur pour la suite de cette orga. Et pour l'avenir de Lopez aussi, très clairement aussi, hein. Bon, je sais pas si on peut aller jusque-là, mais c'est vrai que l'orga, parce qu'il n'a pas que Mais si, l'orga, donc son si, on peut aller avenir. jusque-là. Mais non, on peut aller jusque-là. Parce que l'orga, si elle foire, bah, elle foire grave. Même, je pense à Cyril Gann qui a mis beaucoup de ses billes dans l'organisation, tu vois. On sait que le Management Factory et le MMA Factory est boudé en ce moment et les gens cherchent à partir. On sait que la relation avec l'UFC, elle est pas bonne du tout, elle est pas au beau fixe. Donc c'est pour ça qu'il va chercher d'autres organisations mineures, enfin mineures entre guillemets. On parle du PFL, bon voilà. Mais donc pour moi, non, pour moi, ça sent mauvais pour lui, tu vois, pour la suite. Alors effectivement, il voulait se lancer aussi dans le foot, management foot, je sais pas ce que ça donne là-dessus, on n'a pas de billet là-dessus. Mais en tout cas, d'un point de vue MMA, d'un point de vue sportif MMA, on va dire que tous les angles sur lesquels, tous les prismes qu'il avait, bah il y a, il y a une couille, tu vois, pour chacun des angles, chacun des prismes qu'il avait. Ouais, il faut voir encore. Il faut voir. Il y a encore, en fait, voilà. On est peut-être à un tournant, mais il y a moyen encore de redresser. Parce que Ares, pour moi, ça reste l'organe numéro un française, hein. Oui, Sur le visuel, le packaging, tout ce que tu vois en termes de marketing et tout, et même en termes de niveau de combat, hein. D'ailleurs, on voulait parler du main event qu'il y avait eu entre Axel Sola et Turpal Yunusov. C'est belle un niveau de transition. fou. Magnifique. Magnifique. Un vrai professionnel des médias. Non, mais le niveau, franchement, il est au rendez-vous, le niveau à Arès. C'est bien Alors, fait, c'est bien rodé. oui, oui, oui. Après, faut voir aussi. On pourra dire que le niveau. Alors, je vais mettre un bémol. Je vais mettre un bémol et ce bémol en fait n'a aucune valeur tant qu'on n'aura pas la réponse. Tu vois. C'est-à-dire dans le sens où je suis d'accord, il y a un gros niveau pour certains profils. Je pense à Baki, je pense à Axel Sola, je pense à Virgil Hogan, je pense à. Tu vois, il y a des noms comme ça qui ressortent. Maintenant, j'attends de voir parce qu'on n'a pas encore l'ancienneté pour voir ce que ça va donner quand ils vont accéder aux organisations supérieures. Tu vois, jusqu'où ils vont monter. Moi, je te parle uniquement de la France. Ouais. T'as déjà vu Hexagone, tu as déjà vu des événements du MMAGP. Enfin, à la télé, tu as déjà vu visuellement ce que ça donne. Arès, c'est un autre step quand même.
À la ouais, j'ai pas plus regardé ça à la télé, hein, quand même. Le seul truc que j'ai vu, moi, c'était Hexagone quand le combat de Greg MMA contre le Pizzaiolo. Là, bah, moi, je trouvais que c'était fabuleux comme événement. Donc, c'était c'est un mélange de MMA et de feria, tu vois. C'était un peu. Mais non, non, oui, non, mais je suis d'accord. Là, je te parle même pas de niveau, je te parle de serait-ce qu'en Non, visuel, oui. parce que ça Oui, oui, compte non, mais énormément, tu vois. dans le visuel aussi, il faut pas oublier que Ares et Canal+, tu vois, c'est des moyens quand même. Tu sais, c'est une expérience dans du côté télévisuel, tu sais, Ah, sur ben, des bien événements, sûr. des Non, galas, mais ça, c'est sûr. joue beaucoup, effectivement. Après, quand tu es sur place, ouais, ouais, Oui, ouais. qui a Ouais. été, toi. Quand tu es sur place, c'est normal, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas, j'ai pas vu un truc. Tu vois, pour avoir fait l'UFC et pour avoir fait Ares, bon, tu peux pas comparer les deux, tu vois. Mais Non, mais tu vois, je vais prendre un c'est exemple. incomparable. Je vais prendre un autre exemple. On a fait le We Love MMA, toi et moi. Tu vois. Ouais, Bah, j'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse différence entre le We Love MMA et le Ares, tu vois, par ouais, exemple. mais ça me choque pas, parce que le We Love MMA, ça reste, je sais même plus où ça en est, mais c'était quand même une petite orga sympa, tu vois. Mais si on devait comparer, tu as fait le 100% fight Oh, mais non, mais, et la res. faut pas comparer l'incomparable. Non, mais c'est vrai. Non, mais là, pour le Oui, coup, non, bah mais oui, c'est c'est vrai. Non, vrai. mais je le dis en Donc je toute te dis, honnêteté, il faut pas comparer l'incomparable. c'est carré C'est le le Ares. Ares, C'est c'était professionnel. le 100% fight. C'est la Halle Carpentier déjà, donc c'est pas le même type de salle. Et puis surtout, enfin, t'avais un côté. Ça, c'est pas le même public déjà. Ça joue. C'est pas le même public. Je suis désolé, mais quand tu vas, tu vois, quand tu vas, alors moi, la dernière fois que j'y suis allé, c'est quand c'était au Dôme de Paris, tu vois. Mais tu vois des agents de sécurité partout, tu vois, c'est très réglementé, C'est pas tu le peux même pas faire budget n'importe aussi. quoi. Non, c'est pas le même budget, tu peux pas faire n'importe quoi. Quand tu allé au 100% fight, t'as le mec qui fume son pilon juste à côté de toi, t'as tout le monde qui peut monter sur le bord du ring, t'avais pas de sécurité, c'était pas la même chose. Tu vois, déjà, c'est pas le même lieu, tu vois, il y en avait un, c'était un lieu de spectacle. Après, là, L'autre, on parle du mode du 100% fight à l'époque du Pancras, hein. Du Pancras, je parle pas Ouais, ouais. d'aujourd'hui, hein. On parle pas À l'époque d'aujourd'hui. oui, oui. Aujourd'hui, j'y suis pas retourné. Non. Je Mais de pense que toute ça a façon, pris un step aussi, tu vois. toi comme moi, on était au même 100% fight, le dernier où on a dit c'est fini, on n'ira plus. C'était celui où il y avait Yves Landu il y a contre Naïeb. il y a Bezam, Et où tout le monde est sur Cheikh le ring. Koné contre l'Espagnol, là. Quand il prend la Ouais, Kimura et que. ouais. Donc oui, c'était celui-là, donc ça remonte à loin. Ouah, on s'est dit non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'y retourner. Honnêtement, là, non, c'était pas agréable. En fait, c'était pas agréable. Il y avait tellement de parasitage que c'était pas agréable, en fait, d'aller sur place. Donc là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus chiadé, beaucoup plus professionnel, tu vois. Mais je suis sûr que le MMA-GP, quand tu es sur place, je pense que ça doit être similaire. Ah ouais? Sur place, hein. Oui, J'y suis pas oui, allé, hein. oui, c'est vrai que sur place, c'est possible. Mais Maintenant, c'est vrai que franchement, tu c'est une vois, télévisuelle. moi qui regarde à la télé, c'est vrai que c'est différent. Et parce que tu as le savoir-faire de Canal Plus derrière. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, tu as aussi, non, après, il y a aussi les speakers en anglais, hein, tu sais, les beaux costumes, les trucs comme ça. Il y a certains détails comme ça, voilà, qui peuvent faire une différence quand même, si je pense. Il y a certains détails qui peuvent faire une différence. Ça parle en anglais, c'est sur l'UFC Fight Pass. Non, en fait, c'est ça, c'est dans la négociation de tout ce qui entoure justement de côté télévisuel où ça fait une grosse différence. Maintenant, après, je pense que tu prends le MMA-GP et tu prends le Ares. Non, je pense que après, je peux pas dire que j'y suis pas allé sur place. C'est vraiment un ressenti, mais je pense que dans l'idée, tu dois ressentir à peu près la même chose, tu vois. Parce que ça reste quand même il est sur des zéniths, je crois, le MMA-GP. Il me semble. Ouais, il me Donc, semble, ouais. tu prends le Dôme de Paris, tu prends un zénith, tu vois, c'est une salle de spectacle. Donc, Bah, tu surtout as quand même d'autant quelque plus que chose. maintenant, ils sont à Levallois. Ils Oui. sont à Et Levallois, ça, donc ils ont perdu on n'a pas vu depuis ce que ça donnait sur place, tu vois. sur place, ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Mais en tout cas, voilà, ouais, c'est effectivement le gros big up. On le fait au main event de cette Ares 18 avec Axel Sola contre Turpal Yunusov qui ont fait une énorme guerre sur 4 rounds puisque derrière alors c'était pour le titre des lightweight puisque Axel Sola s'est imposé par TKO après un combat qui a été très serré où tu as eu de la boxe, de la lutte, du sol, t'as eu de tout. Enfin beaucoup de lutte d'ailleurs des deux côtés. Ah, tu viens de me montrer ta tasse de Noël. Et qu'est-ce qui t'arrive? J'ai essuyé, j'ai voulu essuyer l'écran. Essuyer, essuyer sa tasse. Et, euh, et donc voilà, ça a été avec un combat avec énormément de rythme,
et jusqu'au moment où Turpal, en fait, il est sorti de son combat. Parce que le camp d'Axel Sola a dit qu'il était fatigué, qu'il était carbo, donc il est sorti de son combat. Il a tellement voulu lui dire, bah vas-y, cogne-moi, c'est bon, je suis encore là, que bah il s'est fait cogner un petit peu trop, parce qu'il se fait sonner. Derrière ça, il l'amène à la cage, il lui envoie une série de gauche, si je me trompe pas. Et derrière, l'arbitre, à juste titre, arrête le combat parce qu'il n'y avait pas de défense de Turpal. Ce qui a mis Turpal en grande colère, ça a été dur de le temporiser, de le calmer, de le faire redescendre, parce qu'il était très haut dans l'intensité de mentale, tu vois. Et puis finalement, il s'est excusé. Enfin, il y a eu beaucoup de respect entre les deux combattants qui se sont donné beaucoup de qualificatifs superlatifs. Non, ils ont été Ouais, non, vraiment, tu vraiment sentais très que les bons. deux, c'était. Quand c'est redescendu, tu sentais qu'ils se respectaient, qu'il n'y avait pas d'animosité, qu'il y avait. Non, ouais, franchement, c'est bel esprit. Bel esprit, j'ai Déjà, bien aimé. Axel Sola a notifié le fait que Turpal monte de catégorie, que normalement il combat aussi dans la catégorie du dessous et que physiquement déjà, bah voilà, ça joue énormément. Donc voilà, il fallait que le combat s'arrête pour Axel Sola parce que lui il était au bout de ses limites. On voit quand il gagne, il s'écroule au sol, tu vois, il s'allonge au sol. Justement d'ailleurs, tu vois Turpal qui le montre du doigt et qui lui dit regardez-moi ça, il est épuisé, tu vois, c'est lui qui est fatigué. Après, le combat il est fini, donc après tu fais ce que tu veux une fois que le combat il est fini. Donc, Mm. donc bon, gros sang-froid mince, Shadow Ludo. C'est quoi son nom déjà? Mince. Ah putain, c'est un ancien du MMA. Là, je sais, je vois c'est qui, mais aussi j'ai un trou. Bref, parce que t'as Turpal qui était, tu sais, il essayait de le calmer. Il dit, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu sais, je le voyais, je lisais sur les lèvres, tu vas faire quoi? Il est resté très calme, tu sais, ils ont essayé de le temporiser, de le calmer et tout ça. Ça a été assez compliqué, mais bon, tout est bien qui finit bien. En tout cas, voilà, une grosse victoire d'Axel Sola, qui le mérite parce que voilà, sa carrière jusqu'à maintenant, elle est quand même irréprochable. Turpal, il manquait encore un peu d'expérience. Il faut encore qu'il grimpe en expérience. Donc, c'est pas déconnant qu'il fasse encore du chemin, en fait, que ce soit dans cette caté ou dans l'autre. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de pression tu sais, il est Par rapport monté à beaucoup son en pression frère. parce que par rapport à son frère qui a gagné la ceinture et il voulait faire le doublé en l'honneur de leur père, je crois, si je me trompe pas. Je crois qu'il y a eu un truc comme Leur ça. Il y frère. avait Je deux crois que frères. c'est leur frère. Ouais. Pour quelqu'un de leur famille, j'ai plus le truc exact, mais donc C'est un il de avait leurs à cœur frères qui est de, décédé, je crois. ouais, à cœur de faire ce doublé et ça s'est pas fait. Bon, bah voilà, après c'est le jeu, c'est le sport, c'est comme ça. C'est le sport, c'est le sport. Donc Ouais, mais en tout cas, il nous a montré son niveau. Hein. Les deux, pour le coup, les deux nous ont montré qu'ils avaient un niveau très élevé. Les frères Yunusov, avec peu de combats, on voit qu'ils ont un niveau de ouf. tu sais de quoi tu parles. Je sais de quoi je parle, ouais. Très très fort. C'est le petit frère que j'avais affronté. En jiu-jitsu brésilien. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'il n'avait pas de cheville, puisque tu l'as attaqué, il n'a jamais tapé. Pourtant, je sais que tu es bon sur les clés de cheville. Et lui, bah, on a vu qu'il avait un bon triangle. Ouais, et bah, il a fumé. Ce jour-là, il avait fumé tout le monde et même toute catégorie où il avait. Alors qu'il était blessé, hein. Il s'était blessé à la hanche, je crois. Il avait fumé tout le monde. En finale, il avait affronté un mec qui devait faire 110 kilos. Ouais. Il l'avait Il avait mis amené un au Juji, sol. je crois. Un juji de la montre, enfin de la montre, si on peut appeler ça la montre, parce que quand tu fais Il 60 touchait pas le kilos, sol, ouais. Il volait sur lui, en fait, et il a ouais, pris un Juji un peu à la volée, magnifique. c'est ça. Très très Un fort. juji à la volée, mais du sol. Non, non, c'est vrai. Non, non, c'est là qu'on l'a découvert pour la première fois et qu'on a vu que le mec était un bourbier au sol. Vraiment, c'était vraiment un bourbier au sol. Donc voilà. Bon, on avance. Dernière chose, question auditeur. Donc on l'a dit, on n'en a pris qu'une sur les deux. La deuxième, on la traitera pour la semaine prochaine. Euh, donc c'est une question de Macam organique. Ouais, Macam organique, exactement. Qui nous demande quel est votre avis sur la création d'une catégorie 73 et 80 kilos en plus à l'UFC, par exemple. Donc, enfin, en tout cas, des catégories De rajouter intermédiaires. des KT, ouais. C'est ça. Bonne idée pour limiter le cutting extrême, point d'interrogation. Et surtout, et aussi et surtout, plus de hype avec de nouvelles ceintures. Donc, alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est une question qui revient souvent sur le devant de la scène, tu sais, sur le fait d'avoir, justement, avec cette histoire du cutting, effectivement, est-ce que ça jouerait ou pas sur le cutting? Est-ce que les gens feraient des cuttings moins extrêmes s'il y avait des catégories intermédiaires? Moi, pour ma part, je pense que pas du tout. Je pense que ça ne jouerait pas du tout.
dans le sens où l'idée du cutting, c'est d'être toujours le plus massif le jour du combat, et que si tu es capable de faire le poids dans la catégorie dans laquelle tu es, tu resteras dans la catégorie dans laquelle tu es. Tu n'as pas d'intérêt à faire un cutting plus bas, à moins D'accord. que... Et honnêtement, je pense même que ça peut être pire, dans le sens où si tu es un petit cutter à 77, tu vas te dire, Exactement. bah, je peux faire un gros cutting pour la 73. Exactement. Et c'est exactement ce que j'ai dit aussi. C'est-à-dire que je pense même que ça sera l'effet inverse, que les mecs vont essayer de cutter un tout petit peu plus parce que le gap sera moins important. Et donc voilà. Pour moi, ça n'a de valeur que si tu régules le cutting en parallèle, comme le fait le One FC, où là, le fait de réguler le cutting, tu sais, où tu ne dois pas dépasser un pourcentage de perte de masse. À partir de ce moment-là, mettre des catégories intermédiaires, pourquoi pas. Mais tant qu'il n'y a pas de régulation du cutting, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est pas, pour moi, c'est pas une bonne chose. Au contraire, ce serait plus délétère. Je pense qu'ils vont plus jouer sur le fait d'aller chercher plus loin que d'aller chercher moins loin, justement. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que plus il y a de ceintures, plus on s'y perd, plus on perd en crédibilité. C'est mon ressenti, hein. On le voit en boxe anglaise avec des ceintures tous les 2 kilos. Tu sais même plus qui est champion du monde, qui ne l'est pas, qui. Aussi le fait que les montées de KT, elles seront constantes, parce que si je suis champion des 70, clairement, je peux aussi être champion des 73. C'est quasi la même chose en vrai. Donc non, ça va diviser les KT, il y aura beaucoup moins de monde, les KT seront moins denses, donc moins intéressantes. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt. En fait, ça va favoriser peut-être un ou deux profils, c'est de mecs qui cut pas et qui se retrouvent un peu entre deux KT. Et finalement, ils sont pas tant que ça. Tu vois, des mecs comme Covington, pour le coup, 77, il est un peu léger pour les 77. Lui, je pense que 73, 74, ça serait son poids idéal. Il y a d'autres mecs, un mec comme Saroukian. Saroukian, il est un peu léger aussi pour les 70. Il pourrait descendre un peu, mais peut-être pas à 66. Donc ouais, des KT intermédiaires, ça peut intéresser certaines personnes, mais non. En vrai, ça n'apporterait rien. Il y aurait trop peu de monde dans ces KT. Bah, tu vas être obligé effectivement de grossir le roster. Déjà, ça c'est une réalité pour pouvoir combler ces KT-là. Donc effectivement, déjà, ça peut t'apporter de nouveaux profils. Ça peut être une bonne chose pour le coup, mais ça peut être aussi une mauvaise parce que ça peut aussi ouvrir des portes à des gens qui n'auraient pas le niveau UFC, mais comme il faut gonfler les KT, bah, effectivement, tu fais rentrer du monde. Effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça vient retirer un peu de crédibilité et surtout de la superbe de l'UFC où quand tu y es, c'est que tu es le professionnel ultime normalement. Donc, tu es censé Mhm. pouvoir être dans ta caté. Derrière, en plus de ça, sur la hype que ça créerait sur les nouvelles ceintures, en fait, je pense qu'elle serait que temporaire. C'est-à-dire, effectivement, tu vas arriver, il y a des gens qui vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, qui vont pouvoir peut-être briller un peu plus dans une KT intermédiaire plutôt que dans leur KT. Donc, ça va se faire sur un moment, sur un instant T, parce que voilà, tu sais, c'est la joie du renouveau, tu sais. Tu viens d'avoir un nouveau jouet, t'es content, c'est bien, et puis 6 mois après, tu te dis, ouais, bon, finalement, ouais, bon, bah, ça y est, finalement, cette KT-là, j'ai même plus peur que les gens se disent, ouais, bah, cette KT-là, en fait, finalement, elle est Ça sert inutile à rien. Elle est parce que, inutile. Elle est bah, inutile parce que le mec qui va gagner à 73, tout de suite, tu vas te dire, ouais, bah, je veux le voir à 77 en fait. Parce qu'il y a que, c'est tu ça. sais, il y a pas d'écart en vrai. Ou je veux le voir à 70. Non, pour moi, c'est bien fait comme ça, le MMA. Je ne changerai pas les KT. C'est vrai qu'on en parle souvent, il y a plein de combattants qui avaient émis cette hypothèse. Ça remonte hein, déjà à l'époque de Georges Saint-Pierre, de Diaz, etc. Ils en parlaient. Non, moi, je ne touche pas au KT. Le cutting, je l'ai acté dans ma tête, hein. Il n'y aura pas vraiment de changement de ce côté-là, hein. Faut bien se mettre ça en tête. Je pense qu'en plus, je sais même pas si ça pose problème aux États-Unis, ces histoires de cutting. Parce que c'est dans leur culture, en fait. Oui, pour tout. Ça nous dérange, C'est des nous. sportifs dès l'université. Donc, à Ouais. l'université, ils commencent déjà à faire des cuttings. Nous, on a ce débat sur le cutting. Mais est-ce que eux l'ont? Je crois même pas. Je pense que c'est acté, que c'est comme ça, en fait. Faut faire avec. Oui, d'ailleurs, je reçois des messages de personnes qui me disent qui sont quand même, qui trouvent ça débile, en fait, tu sais, d'avoir des cuttings aussi gros que pourquoi faire ça, c'est de la triche, ce genre de choses. Bah, après, c'est, comme tu dis, ça fait partie du paysage du MMA, donc ça, c'est dans l'inconscient collectif. Ah, Maintenant, effectivement, moi, la dérive, c'est quand tu as quelqu'un qui vient de débuter, tu sais, qui est encore sur le circuit amateur et encore amateur, tu vois, je dis ça dépend auquel niveau tu es en amateur aussi, tu vois, parce que tu as des amateurs qui, après, quand ils passent professionnels, tu vois, en fait, quand tu as fait dès le début, tu vas être dans ta vraie KT. Donc,
tu vas arriver à faire ton cutting et puis après, tu vas en fait évoluer dans ta caté de l'amateur au professionnel. Bon, certes, après, tu as amateur et amateur. En fait, ce que je reproche, moi, juste, c'est les gens qui trop tôt veulent faire un cutting avant de faire leurs preuves, tu vois, avant de travailler leur technique et tout ça. Et le problème, c'est que tu le retrouves dans d'autres styles. Le JJB, le grappling, tu vois. Maintenant, en fait, ça commence à se mettre, tu sais, sur d'autres sports de combat que le MMA, Ouais, tu vois. tu sens Et que ça, dès que les mecs ça pour moi, perdent, ils c'est un veulent tout de problème. suite descendre de KT. Voilà. Et ça, on l'a dit, on le redit, on le redira jamais assez. Le cutting n'est pas la solution au départ. Le cutting, tu le fais quand tu commences à avoir un certain niveau et un niveau certain, et que là, maintenant, tu dois aller chercher un petit plus, qui est le fait d'être plus costaud dans ta catégorie, donc tu dois descendre de poids. Mais Ça, au c'est au coach début, après, hein. C'est au coach de cadrer dans le sens où souvent on a tendance, quand on perd, à vouloir relativiser, à dire oh, le mec était plus puissant et j'ai un déficit de puissance. C'est un peu la facilité. Non, il faut déjà bien regarder est-ce que le problème n'était pas technique, est-ce qu'il n'y a pas des lacunes oui. et après on verra si vraiment ça se répète, si vraiment on voit qu'il y a un différentiel de puissance, que ce soit au club ou ailleurs avec les autres de ta KT, on pourra là dire ok on descend de KT. Ouais, parce qu'après, où est-ce que tu t'arrêtes en fait? C'est ça le truc. C'est que tu es en 92, tu descends en 84, et puis après 80, ouais, enfin 93, si on va dire les KT du MMA. J'étais dans les KT du grappling. Mais tu es en 93, tu vas descendre en 84, et puis après tu te dis, ouais, mais en 84, bah, j'ai encore perdu, donc tu vas descendre en 77. Enfin, tu vois, et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu perds en 77, tu vas dire, il faut que tu descendes en 70. Ah non, c'est qu'au bout d'un moment, il y a autre chose, tu vois. Donc, et c'est vrai que trop rapidement, tu sais, les gens sont déjà dans l'esprit du cutting et en plus à faire ça. Et le problème, c'est que quand tu le fais ça trop tôt, tu le fais sans savoir le faire. Tu vois, tu le fais à l'arrache et là, c'est dangereux. Par contre, Ouais. le cutting reste dangereux tout le temps, hein. Le cutting, c'est dangereux. C'est dangereux. On ne le dira jamais assez. Maintenant, quand c'est encadré par des professionnels, quand tu es un combattant professionnel, même s'il y a des professionnels qui le font de manière très, très amateur, on va pas se mentir, mais si c'était bien encadré, tu vois, normalement, il n'y a pas de problème, entre guillemets. Alors, c'est sûr que ça a un impact sur ta santé, mais ça fait partie du folklore. Donc oui. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Le fait de faire des catégories intermédiaires, il y aurait trop de va-et-vient entre les catégories. Et finalement, en fait, c'est là où tu vois plus l'intérêt. C'est de se dire qu'effectivement, il y a plusieurs ceintures. Alors, tu vas marquer l'histoire parce que là, effectivement, tu vas pouvoir aller chercher 3 ceintures, tu vois, plus Ouais, facilement, mais comme en boxe tu vois. anglaise en fait, où tu vois que tu Mais étais champion d'une KT, tu peux monter de 2, 3 KT, tu peux encore prendre les ceintures. c'est ça. Mais donc, ça retire quand même de la superbe de ce que fait en fait la superbe du fait d'avoir une ceinture. Tu vois, ce truc de c'est quelque chose d'intouchable. Tu vois, faut que tu y ailles, il faut que tu donnes de ta personne pour aller la chercher. Là, ça retirerait tout ça. Donc, non, 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 moi, je suis pas non plus fan de cette idée-là. De toute façon, tu choisis ta KT, t'es pas capable de faire le poids, bah, tu te mets dans la KT du dessus. Et si t'es pas capable de performer dans la KT du dessus parce que t'es pas capable de faire le poids, eh ben, c'est peut-être que c'est pas fait pour toi aussi, tu vois. Aussi, très, très clairement, tu vois, on va pas chercher plus loin, tu vois, c'est un sport avec des règles. Les règles, c'est des catégories de poids. Si jamais tu peux pas rentrer dans ce contrat-là, eh ben, c'est que déjà, c'est la première victoire, c'est de faire le poids. Donc, si t'es pas capable d'avoir ta première victoire, c'est pas en allant chercher une caté intermédiaire que ça sera plus facile, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et puis on le sait qu'on est un sport tellement, c'est un sport avec tellement de possibilités techniques que tu peux toujours combler quand même un manque de puissance. Tu vois, c'est contrairement à la lutte ou ce genre de sport où vraiment le différentiel, même sur 2, 3 kilos, c'est monstrueux en vrai. À niveau technique égal, c'est monstrueux. Là, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que même si tu te mets dans la KT du dessus parce que tu n'arrives pas à faire le poids ou tu es léger dans ta KT, tu peux techniquement gérer. Hmm. Bah, tu prends Tsaroukian et tu prends les deux exemples que tu as cités, Covington, Tsaroukian, ça les empêche pas d'être dans le top 5, tu vois. Ouais. Même s'ils sont légers dans leur KT. Tsaroukian, il est dans le top 5. Il est passé Saroukian, dans le top 5. je crois qu'il a passé dans le top 5 ou en tout cas, il va y rentrer. Il flirte avec le top 5. Donc l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Donc voilà. Voilà. Donc je pense qu'on a pu répondre à ta question. N'hésite pas, toi, maintenant, à nous donner ton avis. Tu sais, parce que c'est ça aussi, tu sais, vous nous posez la question, alors vous ne donnez pas votre avis, ce qui est normal pour pas nous influencer. Mais n'hésitez pas à nous le donner après, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si ça fait évoluer votre réflexion ou pas, enfin, dans un sens ou dans l'autre. Donc n'hésitez pas. Et surtout, continuez à nous poser des questions, c'est important. C'est très important parce que voilà, comme ça fait, en fait, ça fait évoluer des chemins de pensée qu'on n'aurait pas, sur lesquels justement on n'aurait pas pensé à la base, quoi. Donc, parce que cette question-là, je pense qu'on l'aurait jamais abordée si tu l'avais pas posée. Donc c'est pour ça que c'est une très bonne question aussi. Ouais. Bon,
Je pense qu'on a fait le tour de ce panel d'actualité de la semaine. On a fait le tour. Ah, Ouais, presque 2 heures. presque 2 heures. On est pas mal. On est dans les clous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. On a pris quelques abonnés là, on flirte avec les 890. Ah, c'est pas loin, c'est pas loin. Mais voilà, l'effort reste à faire. Donc, ça veut dire qu'il reste 110 personnes avant d'atteindre les 1000. Tu vois, si je me trompe pas dans le calcul. Donc, parce que des fois, tu sais, j'ai tellement hâte d'être dans les 1000 que tu sais, quand je vois 890 par exemple. 892. 892. Ah, pas mal. Donc, il y en a eu encore. Merci, parce que ça veut dire que vous jouez le jeu. Donc, 892, je me dis, voilà, ça veut dire qu'il en reste 8 pour 1000. Mais non, en fait, non, il en reste 100 encore. Ouais, c'est long. C'est très long. C'est très long. Ouais, encore 5-6 ans. Donc c'est parti. Merci à tous. Merci pour votre soutien. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question si on allait faire les awards. Bien sûr qu'on va faire les awards maintenant que les UFC sont terminés pour l'année. Donc, il faut juste qu'on se pose derrière notre papier et qu'on le fasse. On va voir quand on va le sortir. On a aussi un petit sujet qu'on veut faire, mais un tout petit sujet, tout petit, tout petit, tout petit. Ça sera vraiment un hors-série, on va dire, sur une vidéo qui nous a fait tiquer d'un youtubeur JJB français, où on doit remettre des choses au clair, mais juste parce que ce qui a été dit, de la manière dont ça a été dit, c'est dangereux. Donc j'en dis pas plus. On va travailler le sujet parce que ça serait bien d'avoir, je pensais, tu sais, d'avoir quand même quelques petits éléments scientifiques à mettre en place parce qu'on le sait, mais d'avoir une référence, c'est quand même mieux. Donc voilà, il faut juste qu'on se penche dessus. J'ai la vidéo dans les tuyaux, donc voilà. On vous en dit pas plus, mais c'est un teaser qui tease pas trop. Merci à tous. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!